Une femme vendant des puff-puffs dans la rue a donné son dernier lot à 3 enfants affamés. Des années plus tard, un convoi de luxueux wagons s'est arrêté devant son petit stand. Écoutez-moi bien. Il vient un jour dans la vie où le sol même sur lequel vous vous tenez se transforme en sable mouvant. Un jour où les personnes que vous aimez le plus, celles pour lesquelles vous prendriez une balle, vous tournent le dos. Un après-midi, 3 wagons noirs étincelants, de ceux qui arrêtent toute la rue et font tourner les têtes, se sont immobilisés devant son humble stand. Tout le quartier s'est tu. Tout le monde regardait, mais personne, pas une seule âme, ne pouvait deviner la vérité incroyable de ce qui se déroulait. Aujourd'hui, vous allez tout savoir. La douleur, la trahison et le retour incroyable qui a suivi. Restez avec moi, car cette histoire redéfinira à jamais ce que la générosité et la bonté signifient pour vous. Son nom est devenu Grace Aoro. Ce n'était pas toujours son nom, mais c'est celui qu'elle a mérité, forgé dans les feux d'une perte inimaginable et racheté par un amour inébranlable. Quand notre histoire commence vraiment, elle s'appelait Grace Adabio, une jeune femme au cœur rempli de rêves simples et beaux. Récemment mariée à un homme qu'il adorait de tout son être, Samuel Aoro. Leur vie était modeste mais solide, une fondation bâtie sur le rire, la foi partagée et un soutien mutuel indéfectible. Ils construisaient tranquillement leur avenir dans la ville vaste, chaotique et vibrante de Port Harcourt, dans l'état de Rivers. Ils n'étaient pas riches, loin de là, mais ils avaient plus qu'assez. Ils avaient un appartement confortable de 2 chambres dans un quartier animé, une maison remplie de l'odeur délicieuse constante des pâtisseries de Grèce. Il y avait toujours de la nourriture sur la table. Du riz jollof le dimanche, de l'igname pilé lors d'occasions spéciales, et une marmite de soupe toujours mijotant sur le feu. Mais surtout, ils avaient un futur qui brillait d'espoir. Grèce était boulangère par passion, si ce n'est par profession. Elle avait un jour rêvé d'ouvrir sa propre petite boulangerie, un endroit charmant empli de l'odeur réconfortante de la cannelle, de la muscade et du pain frais. Mais la vie, comme elle le fait si souvent, l'avait dirigée vers un travail de bureau plus pratique, en tant qu'administratrice pour une petite entreprise de logistique. Pourtant, au matin calme baigné de soleil, elle et Samuel s'asseyaient dans leur petite cuisine, sirotant leur thé et parlant pendant des heures. Ils parlaient de la famille qu'ils construiraient, des petits pas qu'ils avaient hâte d'entendre, des enfants qu'ils élèveraient pour qu'ils soient gentils et forts, de la vie qu'ils vieilliraient ensemble, entourés par le doux chaos bruyant d'un foyer rempli d'amour inconditionnel. Il était son rocher, son champion, celui qui croyait en ses rêves de boulangerie, même quand elle les avait mis de côté sur une étagère poussiéreuse dans son esprit. Samuel était une âme douce et gentille, pas un saint, mais un homme véritablement bon et honorable. Il était ingénieur en structure, un homme qui construisait pour durer, des ponts aux bâtiments. Et il appliquait ce même principe méticuleux et stable à leur vie commune. Il travaillait sans relâche et chaque soir, sans faute, il rentrait chez lui pour la retrouver, son visage s'illuminant dès qu'il la voyait. Il la prenait dans ses bras puissants derrière elle lorsqu'elle remuait une marmite de soupe, tenait sa main fermement lors de leur promenade dans les rues animées de leur quartier, et lui disait qu'elle était la plus belle femme du monde, surtout les jours où elle ne se sentait pas ainsi. Après 5 ans de mariage aimant, stable et profondément heureux, ils sentaient que le moment était venu. Ils étaient prêts pour le chapitre suivant. Ils étaient enfin impatients de devenir parents et de commencer la famille dont ils avaient toujours murmuré l'existence dans l'intimité silencieuse de la nuit. Mais la vie, elle, suit rarement nos plans minutieusement tracés, n'est-ce pas? Elle a un talent brutal et impitoyable pour lancer des imprévus que nous ne voyons jamais venir. Du genre qui brise notre monde en un instant. Le problème ne venait pas de Samuel, et ce n'était pas une faille dans leur amour inébranlable. Le problème, c'était que Grèce ne pouvait pas concevoir. Année après année, douloureuse et déchirante, ils essayaient. Ils priaient. Ils consultaient des médecins. Ils essayaient des remèdes traditionnels. Mois après mois, l'espoir gonflait dans sa poitrine comme un ballon fragile, pour être violemment éclaté par la dure réalité d'un nouvel échec. Encore et encore. À chaque échec, un morceau de l'esprit vibrant et joyeux de Grèce se brisait, laissant une arête douloureuse à sa place. Elle commença à croire qu'elle était fondamentalement brisée, qu'il y avait quelque chose de mal chez elle, qu'elle n'était pas destinée à être mère.
Le rêve qui avait autrefois été une source de joie profonde devenait maintenant un rappel douloureux constant de son incapacité perçue, un lourd voile d'échec dont elle ne pouvait s'échapper. Ses pensées sombres devinrent son ombre constante, la suivant à travers les longues journées de travail et la maintenant éveillée au milieu de la nuit, à fixer le plafond pendant que Samuel dormait paisiblement à ses côtés. Elle remplissait son cœur d'un vide profond que rien, même l'amour indéfectible et les assurances douces de Samuel, ne pouvaient apaiser. Mais le véritable cauchemar, la véritable source de son tourment, n'était pas son désespoir privé. C'était sa belle-mère, Mama Angazi Okoro. Mama Enazi était une femme redoutable, une matriarche à l'ancienne, une femme aux angles vifs et aux opinions encore plus tranchantes. Elle croyait que ses vues n'étaient pas seulement correctes, mais absolues, divinement ordonnées. Elle désirait ardemment des petits-enfants, des héritiers pour perpétuer le respecté nom de famille Aoro, et voyait l'infertilité de Grèce non pas comme un problème médical ou un chagrin partagé, mais comme une offense personnelle, un acte délibéré de défi envers elle et sa lignée. Au fil des mois et des années sans signe de grossesse, sa mince façade de patience et de bienséance s'évapora complètement, remplacée par une désapprobation froide et tranchante. Elle se rendait chez eux à l'improviste, aspirant la chaleur et le rire de la pièce, et faisait des remarques cruelles et ciblées, souvent déguisées en conseils maternels bien intentionnés. Peut-être que tu n'es tout simplement pas faite pour la maternité, ma chère. Certaines femmes ne le sont pas, disait-elle d'un geste méprisant de sa main parfaitement manucurée, ses yeux scrutant le corps de Grèce d'un regard critique. Ou après un rassemblement familial où un cousin éloigné annonçait une nouvelle grossesse, elle soupirait d'une manière théâtrale et dit assez fort pour que tout le monde entende. Mon fils aurait pu épouser une femme capable de lui donner une vraie famille. Un vrai héritage. C'est vraiment dommage. Elle présentait la lutte biologique profondément personnelle et douloureuse de Grèce comme un échec public, un défaut de caractère, une tache sur la réputation autrement fière et immaculée de leur famille. Grèce tenta de toutes ses forces de se protéger contre ces mots. Elle se répétait qu'ils n'étaient que les divagations amères d'une vieille femme déçue. Elle se disait qu'ils n'avaient pas d'importance, que l'amour de Samuel était tout ce qui comptait. Mais les mots ont du poids, n'est-ce pas? Ils ne sont pas que de l'air. Ce sont de minuscules projectiles acérés qui peuvent percer l'armure la plus épaisse. Ils s'infiltrent dans les fissures de votre âme et plantent des racines insidieuses et empoisonnées de doutes et d'autodépréciation, qui grandissent en quelque chose de sombre et tordu dont on ne peut jamais complètement se libérer. Chaque fois que Grèce se regardait dans le miroir, elle voyait un échec. Elle voyait la déception qu'elle imaginait dans les yeux de son mari, le mépris qu'elle voyait si clairement dans ceux de sa belle-mère. Chaque mois, la vague écrasante de déception familière faisait à nouveau éclater son cœur en 1000 morceaux. Et à chaque visite de Mama, la honte l'avalait comme un feu brûlant, consumant son être de l'intérieur, la laissant vulnérable, exposée et complètement seule. Samuel, que Dieu le bénisse, faisait de son mieux pour la soutenir. Il le faisait vraiment. Il tenait Grèce dans ses bras lorsqu'elle sanglotait pendant des heures, son corps secoué par un chagrin si profond qu'il en devenait presque physique. Il lui murmurait que ça n'avait pas d'importance, que leur amour était la seule chose réelle et vraie, qu'ils pouvaient adopter, que leur famille pouvait se construire de 100 manières différentes et belles. Mais, même à travers ces larmes aveuglantes, Grèce croyait entrevoir une lueur de déception cachée au fond de ses yeux. Ou peut-être ne l'avait-elle qu'imaginé. Quand on se noie dans un océan de douleur et d'autodoute suffocant, il est difficile de voir quoi que ce soit clairement. Il est difficile de croire les assurances des autres quand sa propre voix intérieure crie que l'on est un échec. Il est presque impossible de croire que l'on est suffisant tel qu'on est. 2 ans. 2 longues années agonisantes de cœur brisé. 2 ans de traitements échoués, de prières qui semblaient rester sans réponse, d'espoirs qui s'écrasaient encore et encore contre les rochers froids et durs de la réalité. 2 ans de chuchotements venimeux et écrasantes de l'âme de Mama et de Go, et de la tristesse silencieuse et inexprimée de Samuel, résonnant dans les recoins les plus profonds de l'esprit de Grèce, un cœur constant et implacable, lui répétant qu'elle ne valait rien.
C'est alors que Samuel rentra avec une bouée de sauvetage. Pas une proposition de mariage, ils étaient déjà liés par un amour qui semblait éternel, mais une proposition d'évasion. Son entreprise d'ingénierie l'envoyait à une grande conférence à Calabar, une ville magnifique et sereine, connue pour son atmosphère paisible et sa beauté naturelle époustouflante. C'était une retraite d'une semaine, l'occasion de réseauter et d'apprendre. Mais pour Samuel, c'était plus que ça. Il voulait que Grace l'accompagne. Il voulait qu'il s'éloigne de tout. Loin de la présence suffocante et jugeante de Mama et Go, loin des rendez-vous médicaux incessants et des examens impersonnels, loin du poids écrasant de leurs propres attentes et du deuil silencieux qui avait envahi leur foyer comme un épais brouillard étouffant. Juste deux, pour une semaine bénie et ininterrompue. Dans un endroit magnifique, où personne ne connaissait leur histoire, où ils pouvaient redevenir simplement un couple amoureux, libérés des fardeaux qui les pesaient depuis si longtemps. Grace hésita au début. Une part d'elle, celle qui s'était habituée au rythme familier de sa douleur, avait peur de quitter la fragile routine soigneusement construite de sa vie. Elle craignait que si elle partait, si elle se permettait d'espérer à nouveau, le monde trouverait une nouvelle manière, encore plus cruelle, de briser son cœur, de la laisser encore plus derrière, une note oubliée dans sa propre histoire tragique. Mais Samuel insista. Il lui prit doucement le visage dans ses mains fortes et calleuses, ses yeux suppliants avec un amour si pur, si inébranlable, que c'en était presque douloureux à regarder. « Grace, murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion, lui arrachant des larmes. Je t'aime. Pas pour les enfants que tu pourrais un jour me donner, pas pour ce que tu fais pour moi. Je t'aime pour ce que tu es, pour la lumière que tu apportes dans ma vie. S'il te plaît, laisse-moi te le montrer à nouveau. Laisse-moi te rappeler que tu comptes plus que tout au monde. » Et à ce moment-là, quelque chose en elle, un mur de glace qui s'était construit autour de son cœur pendant 2 longues années douloureuses, céda enfin, béni soit-il. Une porte scellée par la douleur, la honte et le dégoût de soi s'entr'ouvrit juste un peu, et pour la première fois depuis très, très longtemps, elle se permit d'espérer. Ils firent leur bagage ce week-end-là, une excitation nerveuse et légère remplissant leur petit appartement silencieux pour la première fois depuis longtemps. Le trajet jusqu'au complexe de Calabar était long, une journée entière de route, et Grace regardait la jungle de béton grise et chaotique de Port Harcourt se fondre lentement dans les collines verdoyantes luxuriantes de la campagne, puis dans le bleu étincelant de la côte infinie. À chaque mile parcouru, elle sentait un poids tangible se lever de ses épaules. Un fardeau lourd dont elle n'avait même pas réalisé qu'elle le portait jusqu'à ce qu'il disparaisse. Lorsqu'ils arrivèrent au charmant petit complexe balnéaire rustique, un joyau caché niché dans une crique tranquille, elle se sentit presque humaine à nouveau, presque vivante. Leur chambre était simple mais parfaite. Elle avait un petit balcon privé en bois donnant sur l'eau turquoise et tranquille, un grand lit confortable avec des draps blancs propres et nets, parfumés au soleil et au sel de mer, et un panier de bienvenue rempli de spécialités locales, mangue sucrée et juteuse, bananes plantain rôties et une bouteille de vin de palme frais. Pour la première fois depuis si longtemps, Grace ressentit un profond sentiment de paix. Elle se sentit désirée. Elle se sentit aimée. Elle se sentit plus qu'un échec. Elle se sentit redevenir elle-même. Les 4 premiers jours furent un pur paradis. Une escapade magique baignée de soleil, loin de la dure réalité impitoyable de leur vie. Ils marchèrent des kilomètres le long de la plage de sable immaculée, main dans la main, les vagues chaudes caressant leurs pieds. Ils mangèrent dans de petits cafés au bord de la mer, partageant des poissons grillés frais et du riz jollof épicé, riant avec une joie simple et spontanée qu'ils n'avaient pas connue depuis des années. Ils firent l'amour l'après-midi, la lumière dorée du soleil traversant les fenêtres, une brise salée caressant doucement les rideaux. Ils parlèrent. Vraiment parler, de tout et de rien. Samuel partagea ses rêves pour sa carrière, les bâtiments ambitieux et innovants qu'il voulait concevoir, l'héritage qu'il voulait laisser. Et Grace, pour la première fois depuis des années, se permit de parler à nouveau de ses propres rêves, de cette petite boulangerie qu'elle espérait toujours ouvrir un jour, un lieu rempli de chaleur et d'amour, et du parfum réconfortant des recettes de sa grand-mère. Pendant ces 4 jours parfaits et idylliques,
la douleur profonde et lancinante des 2 années passées disparut simplement. Pendant 4 jours, l'avenir, qui semblait si sombre et stérile, redevint soudain lumineux et rempli d'une possibilité infinie et enivrante. Le 5e jour, leur petit monde parfait s'effondra à nouveau. Un appel urgent arriva du bureau de Samuel. Une crise. Un projet structurel majeur qu'il supervisait, un nouveau gratte-ciel au cœur de Port Harcourt, était sur le point de s'effondrer à cause d'une erreur catastrophique d'un entrepreneur. Il devait revenir immédiatement en ville, ce jour même. Le cœur de Grace se serra, ce sentiment familier de lourde déception s'installant dans sa poitrine. Mais elle comprit que c'était sa carrière, sa passion, sa responsabilité. Il ne pouvait pas simplement partir. Il s'excusa 1000 fois, la tenant serrée, son visage marqué par un profond regret sincère. Il promit de se rattraper, qu'il reviendrait dès que possible, que ce n'était qu'un contretemps temporaire. Elle lui dit que ça allait, et essaya de le penser vraiment. Elle resterait pour les derniers jours du voyage, profiterait de la paix et du calme, se reposerait et clarifierait ses pensées. Il partirait pour rentrer chez lui en 8 heures, 9 au maximum. Tout irait bien. Il l'embrassa au moment où les premiers rayons du soleil se levaient sur le lac tranquille et silencieux. Elle se souvenait de la sensation de ses lèvres sur son front, une chaleur douce et persistante qui ressemblait à une promesse. Elle se souvenait de l'odeur familière et réconfortante de son après-rasage, un parfum qu'elle aimait depuis le jour où ils s'étaient rencontrés. Elle se souvenait de l'avoir regardé faire ses bagages à toute vitesse, ses mouvements rapides et efficaces, son esprit déjà à des kilomètres, concentré sur le long trajet périlleux à venir et la crise qui l'attendait en ville. Elle se souvenait de se tenir sur leur petit balcon privé, lui faisant signe alors que sa voiture disparaissait dans la route sinueuse bordée d'arbres. Et elle se souvenait d'un étrange pressentiment dans son ventre. Un sentiment soudain et inexplicable qu'elle aurait dû dire quelque chose de plus, quelque chose d'important, quelque chose de capable de changer sa vie. Elle ne savait pas encore quoi. Elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus point, elle se débrouillerait plus tard. Elle lui dirait quand il rentrerait à la maison. Elle voulait lui faire la surprise d'une nouvelle dont elle savait, au plus profond d'elle-même, qu'elle changerait leur vie pour toujours. Cet après-midi-là, alors qu'elle était assise sur le balcon à observer le rythme doux des vagues, Grace remarqua quelque chose. Une douleur subtile et inhabituelle dans sa poitrine, une vague soudaine et écrasante de nausées qui venait et partait dans un tourbillon étourdissant. Ses règles avaient du retard, presque une semaine de retard. Elle s'était appris, au fil d'années de douloureuses expériences, à ne pas se faire d'illusions, pour protéger son cœur fragile d'un autre coup écrasant et dévastateur. Mais cette fois, c'était différent. Cela semblait réel. Le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine comme un tambour, elle marcha presque courut jusqu'à la petite pharmacie de la ville qu'ils avaient vue le premier jour et acheta un test de grossesse. Ses mains tremblaient tellement qu'elle peinait à ouvrir la petite boîte en carton. Elle suivit les instructions imprimées, retenant son souffle douloureusement, n'osant ni espérer, ni rêver. Et puis elle le vit. Pas une ligne faible et ambiguë, mais deux lignes roses, brillantes, belles et indiscutables. Après 2 longues années agonisantes de douleurs incessantes, de cœurs brisés, de honte étouffante et des mots cruels et tranchants de Mildred, après tout cela, il y avait 2 lignes roses. Elle était enceinte. Un sanglot pur, non altéré, d'une joie écrasante s'échappa d'elle, si fort et si brut, rempli de vie, qu'il effraya le groupe d'oiseaux nichant dans l'arbre près de sa fenêtre. Elle allait enfin, miraculeusement, devenir mère. Elle appela Samuel immédiatement, les mains tremblantes, le cœur s'élevant plus haut qu'il ne l'avait jamais fait. Mais l'appel alla directement sur la messagerie vocale. Il devait encore conduire, son téléphone éteint pour éviter les distractions dangereuses sur les routes nigérianes. Elle laissa un message haletant, joyeux et en larmes, la voix tremblante d'une excitation si profonde qu'elle semblait vouloir exploser. « Mon amour, mon Samuel, appelle-moi dès que tu reçois ce message. J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose d'incroyable, de merveilleux, qui changera notre vie pour toujours. Je t'aime tellement, tellement. » Elle raccrocha, et des larmes de pur bonheur coulèrent sur son visage, emportant avec elle la douleur et le chagrin des 2 dernières années.
Elle posa doucement sa main tremblante sur son ventre et murmura à la petite vie miraculeuse et précieuse qui grandissait en elle. « Bonjour, mon petit. C'est maman. J'ai hâte de te rencontrer enfin. » Elle passa le reste de cette journée magique dans un état de bonheur flottant, presque irréel. Elle ne pouvait ni manger, ni dormir. Elle resta simplement assise sur le balcon, la main sur son ventre, regardant les vagues battre doucement le rivage, et imaginant son avenir. Elle imaginait tenir son bébé pour la toute première fois. Elle imaginait le regard de pure joie sur le visage de Samuel quand elle lui annoncerait enfin cette nouvelle tant attendue. Elle s'autorisa même à imaginer le visage de Mildred, le choc, l'incrédulité, l'acceptation à contre-cœur. Après toutes ces années de cruauté et de jugement, maintenant ce serait elle qui devrait s'excuser. Maintenant, elle devrait accepter Grace, non seulement comme l'épouse de son fils, mais comme la mère de son petit enfant. Cette pensée fit sourire Grace, d'un large sourire sincère et triomphant. Après tout, après toute cette obscurité, elle allait enfin obtenir sa fin heureuse. Mais les fins heureuses, comme nous le savons tous, sont rarement si simples. Elles ne se déroulent pas toujours comme nous les planifions. Parfois, la vie a une histoire beaucoup plus cruelle et sombre en tête. À 15h47, alors que le soleil amorçait sa lente descente vers l'horizon, le téléphone de Grace sonna. C'était un numéro inconnu, un indicatif local de Port Harcourt. Elle décrocha avec un sourire, pensant que c'était Samuel appelant depuis un autre téléphone. C'était un agent de l'État. Les mots qu'il prononça furent un flou. Un enchevêtrement confus et terrifiant de sons qui n'avaient pas de sens au début. Un carambolage sur la route est-ouest. Une collision frontale avec un camion-citerne à grande vitesse. Des morts. Elle lui demanda de répéter plusieurs fois, son esprit refusant, incapable de comprendre les mots qu'il prononçait. Elle était certaine que c'était une erreur, un numéro terrible, cruel et tordu. Mais il avait le permis de conduire de Samuel, son portefeuille, son badge d'entreprise. Il n'y avait pas d'erreur. Pas de confusion. Samuel Aoro était mort. Il avait été tué instantanément dans une collision frontale horrible et enflammée avec un camion-citerne qui avait perdu le contrôle et dévié dans sa voie, à environ 40 minutes de la ville. Il était mort sur le coup. L'agent, la voix pleine d'une sympathie professionnelle habituelle, était profondément désolé pour sa perte. Grace ne pouvait plus respirer. L'air dans ses poumons se transforma en pierre. Elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas intégrer ses mots. Elle resta là, le téléphone pressé contre son oreille, écoutant la voix désincarnée de l'agent détailler le rapport de l'accident, l'endroit où elle devait se rendre pour identifier le corps, les prochaines étapes à suivre. Rien ne s'enregistrait. Rien ne semblait réel. C'était Samuel. On parlait d'elle. Samuel, l'homme qu'elle avait embrassé au revoir ce matin même, dont les lèvres étaient encore chaudes sur son front. L'homme qui allait devenir père, l'homme qu'elle aimait plus que sa propre vie. Elle réserva immédiatement un vol de retour pour Port Harcourt, ses mouvements robotiques et détachés, son esprit un vortex chaotique de choc et de déni. Elle s'assit dans l'avion à 20h ce soir-là, regardant fixement, sans voir, le dossier du siège devant elle. Le monde autour d'elle n'était qu'un flou distant et étouffé. Elle ne pleura pas. Elle ne pouvait pas. Elle était dans un état de choc profond, jusqu'aux os. Son corps créait instinctivement un bouclier protecteur pour la protéger de la réalité insupportable et cruelle de ce qui venait de se produire. Son esprit refusait simplement d'accepter la vérité. Lorsque l'avion atterrit dans l'air chaud et humide de Port Harcourt, elle loua une voiture et se rendit directement à l'hôpital. Ses mouvements étaient mécaniques, ses pensées un tourbillon terrifiant de déni et d'incrédulité. Lorsqu'elle entra dans cette salle d'identification froide, stérile et lumineuse, lorsqu'elle vit son visage si pâle et immobile, tellement terriblement plus lui, quelque chose en elle, au plus profond de son être, se brisa. Ce n'était pas une métaphore. C'était une sensation physique, une explosion violente et viscérale,
comme 1000 éclats de verre brisés déchirant sa poitrine. Elle s'effondra à genoux sur le sol carrelé froid et impitoyable, et hurla. Un son inhumain. Le cri primal d'un animal dans une agonie inimaginable. Le son d'une âme déchirée en deux. Le personnel hospitalier, infirmières et médecins, accourut dans la salle, leur visage un flou de préoccupation et de pitié. Ils essayèrent de la relever, de la réconforter, de lui parler avec des tons doux et apaisants, mais elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas les entendre. Elle ne pouvait que hurler, un cri primal de perte et de désespoir qui résonnait dans les couloirs stériles et silencieux de l'hôpital. On lui donna un sédatif pour calmer la tempête violente qui faisait rage en elle. On la plaça dans un lit d'hôpital privé, à l'écart des regards des autres patients. Et c'est alors qu'elle se souvint, à travers le brouillard désorientant de la médication et d'un chagrin si profond qu'il semblait physiquement l'écraser, le bébé. Elle était enceinte. Elle devait les prévenir. Elle devait s'assurer que le bébé allait bien. Elle n'avait que quelques heures dans cette nouvelle vie précieuse et miraculeuse, et déjà son bébé avait été soumis à un traumatisme inimaginable. Elle avait subi tellement de traumatismes. Et si tout cela avait fait du mal au bébé? Et si ce stress écrasant et insoutenable avait tout détruit avant même que la vie ait eu la chance de commencer? Une nouvelle vague de panique, plus aiguë et terrifiante que le chagrin lui-même, la saisit, perçant le brouillard du sédatif. Elle appuya sur le bouton d'appel, la voix rauque et désespérée, demandant une échographie. Une médecin compatissante et fatiguée entra dans sa chambre. Grace lui expliqua tout à travers un flot de sanglots irréguliers, octant. Le test positif, l'accident, le stress écrasant et le choc dévastateur. La médecin réalisa l'échographie, son visage impassible et professionnel, ses gestes doux et rassurants. Grace la regardait, les yeux grands ouverts, terrorisée et silencieuse, à la recherche du moindre signe, du moindre espoir ou désespoir sur le visage bienveillant de la médecin. La médecin resta silencieuse longtemps, les yeux fixés sur le petit écran, puis prononça les mots qui allaient détruire ce qu'il restait du monde déjà brisé de Grace. Je suis vraiment désolé, Madame Aoro. Vous avez fait une fausse couche. Le traumatisme, le choc profond de la perte de votre mari, l'adrénaline, c'était tout simplement trop pour que la grossesse survive. Je suis tellement désolé. Elle avait tout perdu. Son mari, son bébé, son avenir, tout ce qu'elle avait jamais espéré, tout ce dont elle avait rêvé, disparut en un seul jour brutal et impitoyable. On la garda à l'hôpital pendant 3 longues journées vides. Elle ne mangeait pas. Elle ne dormait pas. Elle restait simplement allongée dans ce lit blanc et stérile, fixant le plafond en dalles acoustiques, ne ressentant rien. Absolument rien. Comme si la part d'elle capable de sentir, d'aimer, d'espérer s'était simplement éteinte. Un ultime et désespéré acte de survie pour tenir face à l'insurmontable, l'invivable. Le deuxième jour, un jour qu'elle se rappellerait avec une clarté glaçante pour le reste de sa vie, Mama et Gwa arrivèrent. Grace était encore allongée dans ce lit, perdue dans un brouillard gris, vide et silencieux de choc et de deuil. Mama et Gwa entrèrent dans la chambre comme un cyclone de rage et de chagrin mal placé. Au lieu d'un mot de réconfort, d'une seule parole de consolation pour leur belle-fille qui venait de perdre mari et enfant le même jour, Mama Angazi hurla. Elle cria des choses qu'aucun être humain ne devrait jamais dire à un autre, encore moins à quelqu'un dans un état si fragile et brisé. Elle cria que Grace avait tué son fils, que si elle n'avait pas été si égoïste, si faible, si obstinée pour cette stupide, frivole et inutile escapade, Samuel serait encore en vie. Elle traita Grace de malédiction, de femme stérile et inutile, incapable de rendre un homme heureux et de le garder chez lui, là où il appartenait. Une femme qui n'avait apporté que malheur et chagrin à leur famille. Grace resta là, immobile, le corps engourdi, l'esprit vide, alors que les mots haineux, venimeux et destructeurs de son âme pleuvaient sur elle. Elle sentit la dernière lueur d'espoir s'éteindre en elle, ne laissant que des cendres froides, noires et amères. Mama et Goazi lui dirent qu'elle ne faisait plus partie de la famille, qu'elle était morte pour eux, qu'elle ne serait jamais pardonnée,
qu'elle regretterait le jour où elle avait posé les yeux sur leur précieux fils pour le reste de sa vie misérable. Puis, avec un dernier regard méprisant et glaçant, elles partirent. Grace fut libérée de l'hôpital le 4e jour. Elle n'avait nulle part où aller. La famille de Samuel ne voulait rien avoir à faire avec elle. Il l'avait fait savoir de manière brutale et sans équivoque. Ses propres parents étaient décédés d'une fièvre des années plus tôt, la laissant sans famille à qui se tourner dans sa plus noire détresse. Elle disposait d'un peu d'argent sur leur compte commun, mais pas beaucoup. Juste assez pour quelques mois si elle était extrêmement prudente et vivait presque sans rien. Elle loua le plus petit, le moins cher et le plus anonyme appartement d'une seule pièce qu'elle put trouver, dans un quartier de la ville où elle n'était jamais allée auparavant. Un quartier délabré et oublié, en plein cœur de Dio. Elle signa le bail sous son nom de jeune fille, Grace Adibio. Elle mit leurs quelques affaires communes, photos de mariage, le fauteuil usé que Samuel aimait, la vie qu'ils avaient bâtie avec tant de soin et d'amour dans un local de stockage froid, sombre et humide, un tombeau pour ses rêves morts. Puis elle attendit. Elle attendit que la douleur écrasante et suffocante diminue, ne serait-ce qu'un peu. Rien. Elle attendit que le brouillard épais et désorientant du deuil se dissipe, qu'un seul rayon de lumière pénètre. Rien. Elle attendit que sa vie, que quoi que ce soit, retrouve un sens. Rien. Les mois passèrent dans un flou de journées grises et vides. 1 an, 2 ans. Grace traversait la vie comme un fantôme, une coquille vide et silencieuse de la femme vibrante et joyeuse qu'elle avait été. Se réveiller, regarder le plafond, respirer mécaniquement, se recoucher. Il n'y avait ni joie, ni sens. Elle n'avait rien, personne et absolument aucune raison de continuer. La seule chose qui la maintenait en vie jour après jour était le simple fait, épuisant et indéniable, que mourir demandait un effort et elle n'avait plus l'énergie pour ça. Elle était simplement trop fatiguée pour mourir. Mais un jour, un simple instant insignifiant, apparemment aléatoire, survint, un moment qui allait changer toute la trajectoire de sa vie. Un moment qui allait déclencher une chaîne d'événements incroyables, inimaginables, qu'aucun être humain n'aurait pu prédire. Elle marchait dans une rue animée et bondée, la tête baissée, perdue dans ses pensées désolées et vides, sans prêter attention au monde chaotique autour d'elle. Un homme vêtu d'un agada traditionnel sur mesure et coûteux marchait juste devant elle, parlant avec animation au téléphone. En tournant un coin pour monter dans une voiture qui l'attendait, une élégante mallette en cuir glissa de sa main et tomba silencieusement sur le trottoir poussiéreux, inaperçue. Grace faillit ne pas la voir. Elle faillit passer à côté, tellement absorbée par son propre vide suffocant. Mais quelque chose, une infime étincelle oubliée de son ancien moi, celle qui remarquait les choses, qui se souciait des choses, la fit s'arrêter. Quelque chose la fit se pencher pour ramasser la lourde mallette au look coûteux. Quelque chose la fit appeler d'une voix rauque et étrangère par l'usage. « Monsieur, excusez-moi, monsieur, vous avez laissé tomber ceci. » L'homme se retourna, le visage marqué par une panique pure et non altérée, qui se transforma rapidement en soulagement immense, puis en surprise profonde. Grace tendit la mallette. Il la prit, les mains légèrement tremblantes. Pendant un long moment silencieux, ils se regardèrent simplement. Puis, à sa grande stupéfaction, les yeux de l'homme se remplirent de larmes. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire, ma chère ?» dit-il, la voix épaisse d'une émotion brute et puissante qu'elle n'avait pas vue ni ressentie depuis des années. « Comprenez-vous à quel point c'est rare que quelqu'un soit aussi honnête dans cette ville ?» Il expliqua que la mallette contenait non seulement des contrats et documents importants, mais toutes ses économies en obligations aux porteurs, une fortune en fonds introuvables qui aurait été perdue à jamais dans les rues impitoyables de Port-Harcourt. Il tenta de lui offrir une récompense, une épaisse liasse de billets n'era neuf de son portefeuille. Grace, sans hésiter, refusa. Elle ne voulait pas d'argent. Elle ne voulait rien. Elle venait simplement de faire ce qui lui semblait juste, un acte automatique de décence. Mais l'homme, un puissant et influent homme d'affaires nommé Chief Emesha Okafor, insista. « S'il vous plaît, laissez-moi faire quelque chose pour vous. Vous m'avez aidé sans aucune raison. Vous auriez pu repartir avec toute ma vie. Plus personne dans cette ville ne fait ça. Permettez-moi d'être là pour vous, ne serait-ce qu'un peu,
comme vous l'avez été pour moi. Quelque chose dans ces mots, dans cette gratitude brute, sincère et complètement inattendue, traversa le brouillard épais et suffocant qui entourait le cœur de Grace depuis si longtemps. Elle accepta l'argent. Ce n'était pas une fortune, pas pour un homme comme lui, mais pour elle, c'était tout. C'était suffisant. Suffisant pour tout changer. Cet argent, ce simple acte de bonté rendu, fut la graine d'une nouvelle vie. Une seconde chance qu'elle ne savait même pas pouvoir désirer. Grace la saisit, et avec une petite étincelle hésitante de sa passion passée, elle ouvrit un petit stand de nourriture. Un simple kiosque en bois peint à la main, sur un coin de rue tranquille et poussiéreux, qu'elle nomma Grace's Kitchen. Elle vendait des puff-puff frais, des tartes à la viande épicée et des tasses fumantes de Milo. Elle travaillait de longues heures harassantes, se levant avant le lever du soleil, travaillant bien après son coucher, les mains constamment couvertes de farine et d'huile. Sa nourriture était délicieuse, préparée avec le soin et l'amour qu'elle n'avait plus ailleurs, un témoignage silencieux des rêves qu'elle avait autrefois chéris. Ses prix étaient justes, abordables pour les travailleurs du quartier. Peu à peu, méthodiquement, les gens commencèrent à la remarquer. Ils revenaient régulièrement, attirés par la qualité de sa nourriture simple et la dignité discrète avec laquelle elle les servait. Elle n'était pas heureuse. Pas encore, pas du tout. Le deuil était une présence constante et lourde dans sa poitrine, mais elle recommençait à exister, à faire partie du monde. Même de cette petite manière discrète, elle survivait. Mais il y a toujours un prix à payer quand on reconstruit une vie à partir des cendres d'une autre. Les habitants de son nouveau quartier ne connaissaient pas toute son histoire, mais ils voyaient assez. Ils voyaient la tristesse dans ses yeux, l'ombre permanente du deuil collée à elle comme une seconde peau. Ils savaient qu'elle était veuve, qu'elle avait tout perdu, qu'elle vendait maintenant de la nourriture dans la rue juste pour survivre. Certains la plaignaient, leur gentillesse teintée d'une tristesse condescendante et mal à l'aise. Certaines personnes colportaient des ragots, leur chuchotement la suivant comme une ombre froide et persistante. Et certaines, les plus cruelles, utilisaient sa douleur silencieuse comme un divertissement morbide, une histoire à raconter à leurs amis autour d'une bouteille de Starbeer. Tu as entendu parler de la dame qui vend de la nourriture? Ils disent qu'elle a perdu son mari et qu'elle est devenue complètement folle. Maintenant elle reste là, à ce coin de rue, toute la journée, comme un fantôme. Ils riaient et secouaient la tête, se sentant fiers et satisfaits d'eux-mêmes, reconnaissant que leur propre vie n'était pas aussi tragique, aussi brisée. Grace entendait les murmures. Elle voyait les regards jugeants, les coups d'œil compatissants mais condescendants, mais elle continuait d'avancer. Elle avait appris de la manière la plus dure et brutale que le monde ne se souciait pas toujours de votre douleur, que parfois, il fallait juste se lever chaque matin et faire le travail, peu importe ce que les autres pensaient ou disaient. Et c'est ce qu'elle fit. Elle se leva et fit le travail. C'est à cette époque, environ 3 ans après la mort de Samuel, alors que sa vie s'était installée dans un rythme gris et monotone de survie, que Grace rencontra pour la première fois les triplés. Elle rentrait de son stand un après-midi tardif, l'air lourd et chargé de la promesse de la saison des pluies imminentes. Le ciel était d'un violet sombre et lourd, et un vent mordant et cruel se levait, soulevant la poussière et les débris dans les rues bondées. Elle prit son raccourci habituel à travers un parc oublié et délabré, dans une partie pauvre de la ville, là où vivaient les gens comme elle, les marginalisés, ceux qui n'avaient rien et n'avaient nulle part ailleurs où aller. C'est là qu'elle les vit. 3 petits enfants frissonnants, blottis les uns contre les autres pour se réchauffer sous les branches squelettiques et dépourvus de feuilles d'un immense chêne ancien. Ils ne pouvaient pas avoir plus de 10 ou 11 ans. Des triplés identiques, 2 petits garçons effrayés et une fille dont les yeux semblaient trop âgés pour son jeune visage. Ils étaient douloureusement maigres, le visage émacié et sali, les vêtements à peine plus que des haillons, déchirés et sales, complètement inadéquats pour le froid mordant et incessant. Ils frissonnaient sans contrôle, leurs petits corps fragiles tremblants. On aurait dit qu'ils n'avaient pas eu de vrai repas depuis des jours, peut-être même des semaines. L'instinct premier de Grace, froid et dur, né de ces années de douleur et de survie,
fut de continuer son chemin. Chaque fibre de son être lui criait de détourner le regard, de protéger ce qu'il restait de son propre cœur brisé. Elle se dit que ce n'était pas son problème, que ce n'était pas sa responsabilité. Elle avait sa propre douleur, ses propres luttes, ses propres fantômes à affronter chaque jour. Elle n'avait pas de place dans son cœur ou dans sa vie pour la souffrance des autres. C'est ce qu'elle se répétait, son mantra silencieux et désespéré de survie. Et elle continua de marcher. Elle fit 15 pas avant de s'arrêter. Ses pieds semblaient soudain être en plomb. À 15 pas, quelque chose la stoppa net. Un souvenir, une sensation, un écho puissant, déchirant, indéniable de sa propre perte profonde. Elle se souvint de la douleur de perdre son bébé, de la souffrance physique d'un ventre vide. Elle se souvint du vide profond, creux et cruel d'une vie sans espoir. Elle se souvint de ce que c'était que d'être complètement abandonnée par le monde, quand tous, même sa propre famille, avaient détourné le regard, l'avaient jetée dans le froid. Et elle pensa à ses enfants, ces 3 âmes innocentes et oubliées qui n'avaient rien fait de mal, qui souffraient sans raison dans un monde qui les avait clairement et cruellement abandonnés. Elle pensa à ce qui leur arriverait si personne ne venait les aider. Elle pensa aux nuits froides et pluvieuses à venir, à la faim incessante et dévorante, au désespoir écrasant et écrasant l'âme. Elle se retourna. Et, aplatait-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait prévu, un son léger qui se perdait presque dans le vent hurlant. « Et, vous 3, venez ici, s'il vous plaît. » Les enfants sursautèrent au son de sa voix, les yeux grands ouverts, mêlant peur, méfiance et une fragile et désespérée lueur d'espoir. La confiance est un luxe que des enfants affamés et sans abri n'ont tout simplement pas. Ils avaient peur. Mais la fille, la plus petite des 3, après un long moment hésitant et silencieux, se leva lentement, avec précaution. Elle était la courageuse, celle qui gardait une étincelle rebelle et indomptable dans ses yeux d'âme ancienne. Elle fit un pas hésitant vers Grèce. Les 2 garçons la suivirent, s'accrochant l'un à l'autre pour se soutenir, leurs mouvements lents et réticents, leurs yeux ne quittant jamais le visage de Grèce. « Quand avez-vous pris un vrai repas chaud pour la dernière fois » demanda Grèce doucement, le cœur douloureux d'une compassion qu'elle pensait morte depuis longtemps à la vue des enfants de si près. Les enfants ne dirent rien, se contentant de la fixer avec leurs grands yeux hantés et affamés. Cela suffisait comme réponse. « Je m'appelle Grèce, » dit-elle, offrant un petit sourire triste mais sincère. « J'habite juste au coin de la rue. J'ai un peu de ragoût chaud chez moi. Vous pouvez venir si vous voulez, juste pour ce soir, juste pour vous réchauffer et avoir un vrai repas chaud. » Elle le dit simplement, sans jugement, sans pitié, sans aucune attente de gratitude. Juste une déclaration simple et directe, voici un abri. Voici de la nourriture. Voici la sécurité. C'était ce que Grèce offrait. Un moment de grâce dans un monde cruel. La fille regarda ses frères, un questionnement silencieux dans ses yeux. Le garçon aîné, celui avec une fine cicatrice argentée en forme de croissant juste au-dessus de l'œil, secoua la tête, un clair et défiant « non » dans son regard. Il ne lui faisait pas confiance. Il ne faisait confiance à personne. Il avait appris à la dure que la gentillesse des inconnus venait souvent avec un prix caché et dangereux. Mais la fille, avec une sagesse et une force bien au-delà de ses jeunes années, prit ses 2 mains froides et petites, et le tira doucement vers l'avant. « Allez, David, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du vent qui se levait. « Nous n'avons pas le choix. Il va bientôt pleuvoir fort. Nous devons aller quelque part. » Grèce les conduisit jusqu'à son petit appartement d'une pièce. C'était un espace minuscule, exigu, humble, dans un vieil immeuble délabré et grinçant, mais Grèce en avait fait un foyer. Il y avait un canapé usé mais confortable qui servait aussi de lit, une petite cuisinière à 2 feux fonctionnels, une étagère remplie de quelques livres d'occasion soigneusement aimés, et quelques-unes de ses vieilles affaires, soigneusement raccommodées, suspendues sur des clous enfoncés dans le mur écaillé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un abri. C'était chaud. Et pour 3 enfants sans abri, congelés et affamés, c'était tout. C'était un palais. Cette nuit-là, elle leur donna un repas simple mais copieux.
un ragoût épais et savoureux de légumes et du pain chaud et croustillant de son stand. Les enfants mangèrent comme s'ils n'avaient pas vu de nourriture depuis des semaines. Ils n'avaient probablement pas mangé depuis longtemps. Ils mangèrent avec une faim désespérée et vorace. La tête penchée sur leur bol, ne disant pas un mot jusqu'à ce que chaque dernière goutte de ragoût disparaisse. Ils mangèrent jusqu'à ce que leur petit ventre vide soit enfin, béni, rassasié, jusqu'à ce qu'ils soient si contents et au chaud qu'ils pouvaient à peine garder les yeux ouverts. La fille s'appelait Joy, dit-elle à Grace d'une voix calme et endormie. Les garçons étaient David et Daniel. Ils étaient triplés identiques et avaient vécu dans la rue, survivant grâce au reste et à leurs liens féroces et indestructibles, pendant près de 2 longues années brutales. Leurs parents étaient morts dans un terrible incendie d'usine quand ils étaient très jeunes, les laissant seuls. Une tante devait s'occuper d'eux, mais elle avait une grande famille et un mari alcoolique, et elle avait disparu un jour, les laissant sans rien d'autre que les vêtements sur le dos. Ils n'avaient personne, pas de famille, pas de maison, pas d'espoir. Grace écouta leur histoire pendant qu'ils mangeaient, son propre cœur brisé souffrant d'une douleur familière et brûlante. Leur histoire était déchirante, oui, mais aussi terriblement familière. C'était l'histoire qu'elle connaissait intimement, l'histoire qu'elle vivait chaque jour. L'histoire de l'abandon, de l'indifférence du monde, de la nécessité de survivre seul dans un monde froid, solitaire et impitoyable. Lorsqu'ils eurent fini de manger, les paupières lourdes de sommeil, Grace leur fit des lits sur le sol, avec toutes les couvertures, serviettes et tissus de rechange qu'elle possédait point. Elle s'assura qu'ils étaient au chaud et bien installés, leur petit corps enfin détendu et en sécurité. Et tandis qu'elle s'asseyait dans l'obscurité, observant le doux mouvement de leur poitrine qui se levait et s'abaissait, leur visage enfin paisible et libéré de toute inquiétude, elle prit une décision. Une décision qui allait changer sa vie et la leur pour toujours. Une décision qui ne venait pas de sa tête, mais de la partie la plus profonde et la plus blessée de son cœur. Elle allait s'occuper d'eux, pas seulement pour une nuit, pas temporairement, mais définitivement. Elle serait leur mère. Elle leur donnerait l'amour, la sécurité, la famille que le monde leur avait si cruellement, si inconsidérément retirée. Elle les aimerait avec tout ce qui lui restait, avec chaque morceau brisé de son cœur. Le lendemain matin, les enfants se réveillèrent, confus et désorientés dans la chaleur inhabituelle du petit appartement. Un instant, une lueur de panique ancienne et instinctive traversa leur visage, et on aurait dit qu'ils allaient fuir vers les dangers familiers de la rue. Mais alors Joy, la courageuse, celle qui avait fait le premier pas vers Grace, la vit près de la cuisinière, fredonnant un air doux et oublié, tout en préparant un grand lot de pancakes fumants, et elle se détendit. Elle donna un petit coup à ses frères, une communication silencieuse passant entre eux. « Peut-on rester » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure, mais empreinte d'un fragile espoir qu'elle n'avait pas osé ressentir depuis longtemps. Grace se retourna de la cuisinière, et un sourire véritable, radieux et sincère illumina enfin ses lèvres, pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. Un sourire qui atteignit ses yeux fatigués et tristes, les faisant briller. « Oui, » dit-elle, sa voix pleine de chaleur et d'amour, un amour qu'elle pensait perdu à jamais. « Vous pouvez rester. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. » Et c'est ainsi que tout commença. C'est ainsi que Grace Okoro, une femme qui avait tout perdu, engloutie par le deuil et le désespoir, devint la mère de 3 magnifiques enfants brisés qui n'étaient pas les siens. Elle investit chaque once de son énergie, chaque naira durement gagné avec son stand de pâtisserie, pour eux. Elle leur donnait 3 repas par jour, chaque jour, veillant à ce qu'ils ne se couchent jamais affamés à nouveau. Elle leur achetait de nouveaux vêtements au marché animé de Mailwan, les raccommodant elle-même tard le soir lorsque les habits se déchiraient à force de jouer. Elle les inscrivit à l'école publique locale, payant leurs uniformes et livres avec l'argent qu'elle possédait à peine, sautant souvent ses propres repas pour leur donner assez d'argent pour le déjeuner. Elle se privait afin qu'ils aient une chance, une vraie chance d'une vie meilleure. Certaines nuits, elle allait se coucher avec une faim qui lui rongeait le ventre, mais le cœur plein pour qu'ils puissent manger à leur faim. Elle leur disait qu'elle n'avait pas faim, qu'elle avait mangé à son stand. Mais les triplés, avec leurs yeux intelligents et observateurs, savaient qu'elle mentait.
Il savait qu'elle se sacrifiait pour eux. Mais ce n'étaient que des enfants. Et les enfants, dans leur innocence, sont naturellement égoïstes. Ils avaient besoin de nourriture. Ils avaient besoin que leur nouvelle mère soit forte, qu'elle soit leur rocher inébranlable dans un monde toujours instable. Alors ils laissèrent Grace se sacrifier pour eux. Leur gratitude silencieuse et muette devint un lien puissant et indestructible, qui se renforçait chaque jour. La nouvelle de la famille peu conventionnelle de Grace se répandit dans le quartier. Une vague juteuse de commérage pour les curieux locaux. Vous avez vu? Grace, la dame des pâtisseries, a recueilli 3 enfants sans abri. Vous y croyez? Elle les élève elle-même maintenant. Les ragots furent rapides, et pour la plupart, impitoyablement cruels. Quelques personnes, les âmes plus douces, la qualifièrent de sainte, un vrai miracle de générosité et de compassion. Mais la majorité, ceux qui prospéraient sur le malheur des autres, avaient une théorie plus sombre. Ils doutaient de ses motivations. Ils murmuraient et spéculaient sur les raisons pour lesquelles une femme qui avait déjà tant perdu prendrait volontairement un fardeau aussi immense et ingrat. Ils suggéraient, d'un signe cynique et complice, que quelque chose était brisé en elle, un besoin profond et désespéré qui l'empêchait de tourner la page de ses propres tragédies passées. Les femmes du marché, qui lui avaient autrefois offert une mince pitié aqueuse, chuchotaient désormais avec une curiosité cruelle et morbide lorsqu'elles pensaient qu'elle ne les entendait pas. Cette pauvre femme brisée, disait-elle, leur voix dégoulinant d'une fausse sympathie sucrée. Ils disent qu'elle a perdu la raison quand son mari est mort. Pauvre chose. Maintenant elle récupère des enfants perdus, essayant de bâtir une nouvelle famille à partir de morceaux brisés et sales. Certaines étaient encore plus méchantes. Leurs mots étaient comme de petits poignards empoisonnés. Elle ne peut probablement pas avoir ses propres enfants, tu sais. C'est pour ça qu'elle fait ça. Elle essaie juste de combler le vide béant à l'intérieur d'elle. Elle riait, un rire dur et grinçant, secouant la tête, se sentant fière et satisfaite de ne pas avoir une vie aussi tragique et brisée. Mais Grace s'en moquait. Ou plutôt, elle se souciait, mais elle fit le choix conscient et délibéré de ne pas laisser cela l'atteindre. Elle avait été brisée. Elle avait été jugée. Elle avait été rejetée et elle avait reçu une seconde chance lorsque complète étrangère lui avait montré un moment de gentillesse pure, inattendue et imméritée. Maintenant, elle rendait cette gentillesse. Elle donnait à 3 enfants perdus, oubliés et invisibles une seconde chance dans la vie, un avenir, une famille. Et pour elle, dans les moments calmes et paisibles, quand elle les voyait dormir, leur visage enfin libre de peur et de faim, cela suffisait. Cela représentait tout. Les années passèrent, un flou de travail acharné, de sacrifices et d'un amour profond, silencieux et intense. Les triplés, sous les soins patients et aimants de Grace, s'épanouirent. Ils n'étaient plus les enfants maigres, effrayés et hantés qu'elle avait trouvés blottis et frissonnant dans le parc. Ils grandissaient, apprenaient, guérissaient et prospéraient. Et Grace travaillait plus dur qu'elle ne l'avait jamais fait de toute sa vie. Elle se levait à 4 heures du matin chaque jour pour préparer la pâte pour son stand. Travaillant dès la première lueur de l'aube jusqu'après le crépuscule, 7 jours sur 7, puis rentrant chez elle, le corps douloureux d'épuisement, pour aider aux devoirs, écouter leurs histoires, simplement être leur mère. Elle veillait à ce qu'ils mangent toujours, même les jours où elle ne mangeait pas. Elle s'assurait qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin pour réussir, pour échapper au cycle de pauvreté et de désespoir qui avait failli les emporter. Sa propre santé commença à souffrir sous la pression constante. Une douleur profonde persistante s'installa dans ses articulations. Une douleur sourde qui ne disparaissait jamais complètement. Des mèches grises comme de l'argent apparurent à ses tempes, et de nouvelles rides fines se dessinèrent autour de ses yeux fatigués mais aimants. Mais elle ne ralentit jamais. Elle ne pouvait pas. Ses enfants, sa raison d'être, avaient besoin d'elle. Les triplés étaient la lumière brillante, chaude et inébranlable de sa vie, le but qu'il avait tiré du froid et de l'obscurité du désespoir, et lui avait donné une raison de vivre à nouveau. Joy,
la courageuse petite fille qui avait fait ce premier pas hésitant vers elle toutes ces années auparavant, était brillante et farouchement déterminée. Elle rêvait de devenir médecin, de soigner les gens, de faire une réelle différence dans le monde qui avait été si cruel envers elle. David, le garçon prudent et protecteur, avec la cicatrice au-dessus de l'œil, était artistique et profondément créatif, avec un esprit brillant qui voyait beauté, structure et possibilité là où d'autres ne voyaient que chaos et décadence. Il voulait devenir architecte pour construire des choses durables, offrant abri et sécurité aux autres. Et Daniel, le calme, réfléchi et doux, avait une profonde empathie et un esprit patient et bienveillant. Il voulait devenir enseignant pour aider d'autres enfants oubliés comme Grace l'avait aidé, leur offrant le cadeau du savoir et l'espoir d'un avenir meilleur. Grace écoutait leurs rêves, son cœur débordant d'une fierté si intense et puissante que cela en était presque douloureux. Elle leur disait qu'ils pouvaient être tout ce qu'ils voulaient, que leur passé ne devait pas définir leur avenir, qu'ils méritaient chaque bonne chose du monde. Et elle travaillait encore plus dur, prenant des marchés supplémentaires le week-end, économisant chaque naira durement gagné, faisant tout ce qu'elle pouvait pour leur offrir des opportunités qu'elle n'avait jamais eues, des chances qu'ils méritaient amplement. Mais lorsque les triplés eurent 15 ans, un changement subtil, presque imperceptible, se produisit. Ils n'étaient plus des enfants, satisfaits d'un lit chaud et d'un ventre plein. Ils étaient des adolescents, naviguant dans le monde complexe, tumultueux et souvent cruel du lycée. Ils étaient intelligents, talentueux et beaux, et débordaient d'un potentiel brut et sauvage qui fascinait et effrayait Grace. Joy, fidèle à son ambition féroce, avait sauté une classe et excellait déjà en sciences avancées, visant fermement l'école de médecine. David remportait des concours artistiques locaux et nationaux. Son talent pour le design et l'architecture était indéniable. Et Daniel était un bénévole apprécié et respecté dans un centre communautaire local, enseignant patiemment et gentiment aux jeunes enfants des rues à lire et à écrire. Déjà un enseignant naturel, Grace était si fière d'eux, une fierté profonde et dévorante, la seule vraie joie pure de sa vie. Mais une distance, subtile mais perceptible, commença à se creuser entre eux. Une tension silencieuse, un ressentiment non exprimé que Grace ne comprenait pas et ne savait pas comment aborder. Elle leur demandait des nouvelles de leur journée à l'école, et ils répondaient par des mots courts et secs, les yeux rivés sur leur téléphone ou leur livre. Elle essayait de parler de leur avenir, de leurs rêves, et ils changeaient de sujet, leur langage corporel fermé, leur visage impénétrable point quand elle leur disait qu'elle les aimait, un rituel nocturne précieux depuis le jour où ils étaient entrés dans sa vie, ils murmuraient la phrase en retour, les yeux rivés au sol, la voix plate, dépourvue de la chaleur qu'ils avaient autrefois. Cela donnait l'impression qu'ils s'éloignaient d'elle, comme s'ils avaient honte d'elle. Honte de leur vie modeste, de leur petit appartement délabré, honte du simple stand de pâtisserie qui les avait nourris, habillés et éduqués pendant tant d'années. Grace faisait de son mieux pour ignorer tout cela, pour enfoncer profondément la douleur aiguë et lancinante en elle. Elle se répétait que ce n'était qu'une phase, une étape normale et prévisible de l'adolescence. Tous les adolescents s'éloignent de leurs parents, se disait-elle le cœur lourd. C'est ainsi qu'ils trouvent leur indépendance, qu'ils forgent leur identité. Mais la douleur dans sa poitrine, cette peur froide et rampante de les perdre, était une présence réelle et constante, un fantôme qui hantait ses heures de veille et ses rêves troublés. Un jour, alors que les triplés avaient 15 ans et 3 mois, Grace se réveilla dans un silence plus profond et plus lourd que le calme habituel du petit matin. C'était un silence oppressant et suffocant. Elle se rendit dans leur petite chambre partagée, et elle était vide. Le peu de biens qu'ils possédaient avait disparu. Ils étaient partis en pleine nuit, sans un mot, sans une note, sans un simple au revoir. Ils avaient tout simplement disparu. Elle appela leurs écoles, les mains tremblantes à tel point qu'elle peinait à composer les numéros. Ils n'étaient pas là. Elle se précipita au magasin de fournitures d'art où travaillait l'ami de David, le cœur battant à tout rompre. Personne ne les avait vus. Elle courut jusqu'au centre communautaire, haletante et désespérée. Daniel n'était pas venu à son service de bénévolat. Ils avaient disparu. Au début, Grace fut confuse, un mélange d'incrédulité et de stupeur obscurcissant son esprit. Puis une inquiétude froide, rampante et nauséeuse s'installa,
qui se transforma rapidement en une terreur pure, totale et dévorante. Ses enfants étaient les siens, ses bébés, sa raison de vivre. Il pouvait leur arriver quelque chose de terrible. Ils pouvaient être blessés, en danger, perdus et seuls dans cette immense ville impitoyable et dangereuse. Elle appela la police et déposa un rapport de disparition, la voix tremblante à tel point qu'elle peinait à prononcer les mots. L'agent au bout du fil fut poli mais totalement indifférent. Il prit ces informations avec un soupir las, mais son ton était chargé d'une indifférence bureaucratique et condescendante qui la fit se sentir petite, ridicule et complètement impuissante. « Ils ont 15 ans, maman », dit-il avec un soupir parlant de milliers d'autres appels semblables. Les adolescents fuguent tout le temps. C'est leur nature. Ils reviendront probablement dans quelques jours quand la faim les rattrapera et que leur petite aventure sera terminée. Mais ils ne revinrent pas. Ni après quelques jours, ni après une semaine, ni après un mois. Grace était en panique, tombant dans un tourbillon sombre et terrifiant d'inquiétude et de désespoir d'une familiarité terrifiante. C'était la même sensation écrasante et impuissante qu'elle avait ressentie le jour de la mort de Samuel. Elle ne pouvait ni manger, ni dormir. Elle était obsédée, consumée par le besoin de les retrouver. Elle contacta tous les refuges pour fugueurs, toutes les associations pour jeunes, toutes les églises de la ville. Elle fabriqua des affiches maison avec leurs photos d'école souriantes et les accrocha sur tous les lampadaires, dans toutes les vitrines, dans tous les marchés. Elle arpenta les rues jour et nuit, des quartiers les plus riches de GRA aux bidonvilles les plus pauvres de Dio, appelant leurs noms jusqu'à ce que sa voix soit rauque et que ses pieds saignent. Elle était une femme qui se défaisait, une mère hantée par les fantômes de son passé et par l'incertitude terrifiante et insupportable de son présent. La seule personne à qui elle se confia pendant cette période sombre, désespérée et solitaire fut sa meilleure amie, Patience Adonley. Patience avait toujours été là pour Grace, à travers tout. La mort de Samuel, le terrible accident de fausse couche, la lutte solitaire et épuisante pour créer son stand de pâtisserie à partir de rien. Patience, infirmière dans la clinique locale, avait toujours été une source constante de réconfort et de bienveillance pour Grace. Elles s'asseyaient ensemble le soir, après la fermeture du stand, et Patience écoutait avec patience et empathie les craintes, les angoisses et le cœur brisé toujours croissant de Grace. Patience avait même aidé avec les enfants au fil des années, achetant leurs fournitures scolaires quand Grace ne le pouvait pas, les emmenant aux contrôles médicaux, jouant le rôle de tante cool qu'il n'avait jamais eu. Grace fit promettre à Patience, les larmes coulant sur ses joues, de ne dire à personne que les enfants avaient fugué. Elle était trop embarrassée, trop profondément honteuse. Elle se sentait un échec total en tant que mère. Elle avait peur que les gens disent qu'elle les avait finalement chassés, que son propre cœur brisé et en deuil les avait eux aussi brisés, qu'elle n'était pas assez bonne, pas assez forte pour les protéger et les rendre heureux. Patience lui fit promettre avec un masque parfait de sincère compassion. Elle jura sur la vie de ses propres enfants de garder le secret, de ne jamais trahir la confiance de Grace. Mais Patience mentit. À l'insu de Grace, Patience, sa plus proche amie et confidente, avait raconté la nouvelle à tout le monde. Elle répandait la rumeur comme un poison rapide dans le quartier. Ses mots étaient chargés d'une fausse pitié tordue et égoïste. Elle racontait que les enfants avaient fugué parce qu'ils avaient enfin réalisé que Grace n'était pas leur vraie mère, qu'ils ne pouvaient pas vivre avec quelqu'un d'instable, de blessé, consumé par son propre chagrin. Elle laissa entendre, d'un hochement de tête triste et d'un soupir bien répété, que Grace aurait pu être abusive, qu'elle était une mère terrible, possessive et étouffante, et que les enfants avaient bien fait de fuir, que c'était en réalité une bénédiction. Les rumeurs, nourries par des années de commérage, de jugements et de curiosité morbide à propos de la vie tragique de Grace, se propagèrent comme un feu. Le quartier qui murmurait autrefois sur Grace dans son dos la jugeait maintenant ouvertement en face d'elle, leurs paroles comme de petites pierres acérées. Les femmes s'approchaient d'elle au marché, leurs visages mêlant pitié et satisfaction arrogante, secouant la tête avec un air de fausse inquiétude. « Oh, Grace, ma chère, j'ai entendu parler de tes pauvres enfants. Tu as dû leur faire quelque chose de vraiment horrible pour qu'ils s'enfuient ainsi. »
Les clients qui avaient autrefois été souriants et amicaux détournaient désormais le regard en la voyant pleurer dans la rue, traversant délibérément de l'autre côté, comme si son chagrin était une maladie contagieuse. D'autres commerçants, autrefois ses alliés dans la lutte quotidienne pour survivre, cessèrent de lui vendre quoi que ce soit, leur visage froid et fermé. Elle devint une paria, un bouc émissaire, une tragédie vivante. Une femme fondamentalement brisée au point que même les enfants qu'elle avait sauvés des rues, ceux pour qui elle avait tout sacrifié, l'avaient rejetée. Et à travers tout ce tourment public, Grace ne sut jamais que sa meilleure amie, celle à qui elle avait confié ses peurs et ses faiblesses les plus profondes, était l'instigatrice de sa chute, la personne qui répandait le poison. Elle ne sut jamais que Patience avait en réalité convaincu les enfants de partir dès le départ. Patience, consumée par une jalousie si profonde, si noire, si corrosive qu'elle l'avait transformée en quelqu'un d'irrécognizable, leur avait fait croire qu'ils étaient un fardeau, que Grace était instable et possessive, qu'ils empêchaient son propre bonheur, qu'il serait mieux seul. Grace ignorait que l'envie secrète de son amie, face à l'amour inconditionnel et féroce que Grace donnait aux enfants, au sens profond de sa vie trouvée dans la maternité, à sa résilience tranquille et inébranlable face à une perte inimaginable, l'avait poussée à saboter délibérément la seule vraie famille aimante que les triplés aient jamais connue. Grace souffrait. Elle souffrait d'une manière infinie, un puits noir et sans fond de désespoir sans échappatoire. Elle avait perdu ses enfants, puis sa réputation. Et maintenant, elle avait perdu la volonté de continuer. Certains jours, elle ouvrait son stand de pâtisserie automatiquement, un fantôme accomplissant les gestes d'une vie qui n'était plus la sienne, les yeux vides et creux, ne voyant rien. D'autres jours, elle ne quittait même pas son petit appartement silencieux. Elle restait assise dans l'obscurité, fixant la peinture écaillée des murs. Le silence rugissait dans ses oreilles comme un vacarme assourdissant. Les enfants du quartier, qui affluaient autrefois vers son stand pour un puff-puff chaud et sucré, l'évitaient désormais. Leurs parents leur avaient conseillé de rester loin de cette femme folle et malchanceuse, celle qui avait chassé ses propres enfants. Elle était une paria, quelqu'un à plaindre et à juger depuis un endroit sûr et confortable point le poids de tout cela l'écrasait, l'étouffait, la pressait jusqu'à lui couper presque le souffle. Chaque matin, elle se réveillait avec une nouvelle vague brûlante de panique, de honte et de regrets si profonds, si dévorants, qu'ils en devenaient une véritable maladie physique. Elle pensait constamment aux triplés, leur visage gravé dans sa mémoire. Elle se demandait s'ils allaient bien, s'ils étaient en sécurité, s'ils mangeaient, s'ils avaient chaud. Elle se demandait s'il pensait parfois à elle, s'il lui manquait, ou s'il la détestait pour un crime inconnu qu'elle aurait commis. L'ignorance était la pire partie. L'incertitude, ce sentiment déchirant et destructeur, ce poids sur l'âme, qu'elle les avait échoués d'une manière fondamentale et irréparable, qu'une faille profonde et cachée en elle les avait poussés à fuir le seul foyer qu'ils aient jamais connu point après si long, agonisant et vide mois de ce supplice quotidien, Grace prit une décision. Elle partirait. Elle ne pouvait plus rester dans ce quartier, hantée par les regards de pitié et de jugement, par les fantômes des souvenirs heureux qui ressemblaient maintenant à une plaisanterie cruelle et moqueuse. Elle emballa ses quelques affaires restantes et maigres dans un seul sac usé, un « Ghana must go ». Elle ne dit à personne où elle allait. Elle disparut simplement dans la vaste, anonyme et tentaculaire ville de Port Harcourt, espérant trouver un endroit où personne ne connaîtrait son histoire, où personne ne la jugerait, où elle pourrait tenter une dernière fois de reconstruire sa vie brisée et éparpillée. Elle s'installa dans un quartier nouveau et inconnu, à l'extrémité oubliée de la ville, là où les rues n'avaient pas de nom et les bâtiments se ressemblaient tous. Elle installa son stand de pâtisserie sur un coin poussiéreux et solitaire. Elle gardait la tête baissée. Elle ne se fit pas de nouveaux amis. Elle ne parla à personne de son passé. Elle travaillait jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Elle essayait de toutes ses forces, avec chaque fibre de son être, de ne pas penser aux triplés. Mais elle échouait chaque jour. Elle pensait constamment à eux. Elle se demandait ce qu'ils faisaient, avec qui ils étaient, s'ils pensaient à elle, s'ils se souvenaient même d'elle. Une peur glaciale et terrifiante l'assaillait. Était-il encore en vie?
C'était sa peur la plus profonde, la plus sombre et la plus constante. Que quelque chose de terrible leur soit arrivé, qu'ils souffrent dans le froid cruel et impitoyable du monde, sans sa protection, sans son amour. Elle vécut ainsi pendant plusieurs longues années solitaire et désolée. Seule, brisée, hantée par un amour qui semblait non partagé, un sacrifice désintéressé qui semblait totalement inutile. Le quartier qu'elle avait laissé derrière, elle finit par l'oublier inévitablement. De nouveaux commérages, de nouveaux drames, de nouvelles tragédies capturèrent leur attention passagère. Grace devint un fantôme dans leurs souvenirs, une histoire à moitié oubliée, à moitié rappelée comme mise en garde. Mais elle ne pouvait pas oublier. Elle ne pouvait pas avancer. Une partie d'elle était figée dans le temps, coincée à jamais dans ce terrible moment déchirant quand elle avait découvert que les enfants étaient partis. Une partie d'elle attendrait toujours leur retour. Une vigie silencieuse, pleine d'espoir et de plus en plus désespérée, nichée dans les profondeurs cachées de son cœur brisé. Mais c'est là que l'histoire tourne. Là où le long, sombre et solitaire chemin qu'elle avait parcouru pendant tant d'années change soudainement, miraculeusement et incroyablement, de direction vers la lumière. Car tandis que Grace vivait dans un désespoir silencieux, solitaire et accablant, les triplés n'étaient pas dans la rue. Tandis qu'elle souffrait, le cœur se brisant un peu plus chaque jour, eux devenaient autre chose. Ils étaient partis, oui, mais pas par haine ou par manque d'amour. Ils étaient partis par une colère féroce, désespérée et mal dirigée. Colère contre leur pauvreté. Colère contre leurs circonstances. Colère que leur mère, car c'était ainsi qu'ils considéraient Grace, leur vraie mère à tous points de vue, qu'ils aient pu l'admettre ou non, doivent sacrifier tant pour eux chaque jour, son corps et son esprit brisés sous la charge. Ils étaient en colère contre l'injustice du monde, contre sa cruauté, et contre leur impuissance à la changer. Ils se reprochaient de ne pas pouvoir faire plus pour l'aider, pour alléger son énorme fardeau. Lorsqu'ils partirent, ils avaient 15 ans, effrayés et perdus, leur jeune cœur un mélange confus et chaotique de colère, de culpabilité et d'un espoir brûlant et désespéré d'une vie meilleure, d'un moyen de rendre à la femme qui les avait sauvés ce qu'elle avait fait pour eux. Mais quelque chose se produisit. Quelque chose qui changea à jamais le cours de leur vie. Après 2 longues semaines froides et affamées dans les rues de Port-Harcourt, survivant avec des restes et leur propre détermination féroce et inébranlable, un homme les trouva. Un riche et puissant homme d'affaires profondément respecté, nommé Chif Amécha Okafor. Chif Okafor n'avait aucune raison de les aider. Il ne les connaissait pas. Il ne leur devait rien. Mais quelque chose en eux, dans leur visage identique rempli d'une peur brute mêlée de défi, lui rappelait lui-même jeune, affamé et ambitieux, luttant pour survivre dans les rues impitoyables de la ville. Il vit une étincelle dans leurs yeux, une faim brute, indomptée et puissante pour quelque chose de plus que la simple survie. Chif Okafor leur proposa un marché, une chance. Ils pouvaient venir travailler pour lui. Ce serait un travail difficile, exigeant, harassant, épuisant. Mais ce serait aussi une chance d'apprendre, de grandir. S'ils faisaient leurs preuves, s'ils montraient qu'ils avaient le courage, l'intelligence et la détermination inébranlables nécessaires pour réussir, il les aiderait. Il leur offrirait une éducation. Il leur donnerait des opportunités qu'ils n'avaient jamais osé rêver. Il ferait en sorte qu'ils deviennent plus que de simples enfants des rues oubliées et anonymes. Les triplés, affamés, désespérés, n'ayant plus rien à perdre, acceptèrent le marché. Ils étaient prêts à travailler, et ils travaillèrent. Pendant les 5 années longues et ardues suivantes, ils travaillèrent plus dur qu'ils n'avaient jamais travaillé de leur vie, poussés par un désir féroce, brûlant et total de se prouver, de construire leur vie, et un jour, d'une manière ou d'une autre, de retrouver et de rendre à la femme qui avait tout sacrifié pour eux. David travailla dans l'immense entreprise de construction de Chif Okafor, apprenant le métier de fond en comble, des chantiers poussiéreux et chaotiques aux salles de réunion climatisées et brillantes. Il étudia l'architecture le soir. Sa passion d'enfant pour la construction et la création fut ravivée, nourrie par un nouveau but. Joy travailla dans son entreprise pharmaceutique innovante, un monde vaste et complexe de sciences, de recherche et d'innovation vitale. Elle suivit de brillants scientifiques, absorbant tout ce qu'elle pouvait sur la médecine, et retourna finalement à l'école, obtenant une bourse complète pour devenir médecin.
Et Daniel, le calme, réfléchi et profondément compatissant, travailla dans la Fondation Éducation de Shifokafur, une ONG dédiée à aider d'autres enfants des rues à accéder à l'éducation et à une chance de meilleure vie. Il leur apprit à lire, les mentorait, et apprit les détails complexes de la gestion et de la philanthropie. À 20 ans, les triplés s'étaient transformés. Leur métamorphose était rien de moins que miraculeuse. Ils n'étaient plus les enfants perdus, en colère et oubliés. Ils étaient des jeunes adultes confiants, puissants et prospères, armés d'une éducation prestigieuse, d'expériences inestimables et d'une détermination inébranlable à réussir. Ils avaient tout pris de Shifokafur, chaque opportunité qu'il leur avait donnée, et avaient décollé. David était désormais un architecte respecté et recherché, avec sa propre firme en expansion, concevant de magnifiques bâtiments innovants qui commençaient à transformer la silhouette de la ville. Joy était une brillante et compatissante médecin travaillant dans l'un des hôpitaux les plus prestigieux du pays. Une étoile montante dans son domaine, connue pour son dévouement et sa gentillesse. Et Daniel était un gestionnaire d'entreprise respecté et prospère, dirigeant désormais 3 des établissements éducatifs de Shifokafur à travers la ville, changeant la vie de milliers d'enfants défavorisés et leur offrant la même chance qu'il avait reçue. Ils étaient riches, pas seulement à l'aise, mais véritablement, incroyablement riches. Le genre de richesse qui commandait le respect, qui ouvrait les portes, qui faisait écouter les gens lorsqu'ils parlaient. Ils avaient accompli tout ce dont ils avaient rêvé, et bien plus encore. Joy était devenue médecin, comme elle l'avait toujours voulu. David construisait, créait beauté et structure à partir de rien. Daniel enseignait, faisant une différence réelle, tangible et durable dans le monde. Ils avaient réussi. Ils avaient gagné. Ils avaient défié toutes les probabilités. Ils avaient réussi. Mais rien de tout cela, absolument rien, n'avait de sens sans leur mère. C'est Daniel, le calme et réfléchi, qui le dit en premier. Une nuit, allongé dans son appartement cher, minimaliste et solitaire, les lumières scintillantes de la ville étalées en dessous comme un tapis d'étoiles tombées, il ne pouvait pas dormir. Il pensait à tout ce qu'il avait accompli, à tous les enfants qu'il avait aidés, à toutes les vies qu'il avait changées, et il se sentait vide. Un vide profond, douloureux et creux à l'intérieur de lui qu'aucun succès, aucun argent, aucun honneur ne pourrait jamais combler. Et il savait pourquoi. Il savait exactement pourquoi. C'était parce que sa mère et il avait enfin admis totalement, pleinement et complètement à lui-même que Grace était sa mère, sa vraie mère en tous points essentiels ne savait rien de tout cela. Elle ne savait pas qu'il avait réussi. Elle ne savait pas qu'il allait bien. Elle ne savait pas qu'il pensait à elle chaque jour, le cœur rempli d'amour et rongé par un profond regret. Il se leva et se rendit à l'appartement de David, un pantouse moderne, élégant et magnifique que son frère avait lui-même conçu. Il réveilla son frère, la voix chargée d'une émotion qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis des années, un mélange de honte et d'espoir, et un désir désespéré et urgent. « Nous devons la retrouver, dit-il, la voix brisée. Nous devons retrouver notre mère. Nous devons lui dire que nous sommes désolés. Nous devons lui montrer que nous avons réussi. Que tout ce qu'elle a sacrifié pour nous, toutes ces années de douleur, de lutte et de faim, ont eu un sens, que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui grâce à elle, et seulement grâce à elle. » David écouta son frère, et ses propres murs soigneusement construits de succès et d'ambition. Ces murs qu'il avait élevés pour se protéger de la douleur du passé s'effondraient autour de lui. Et quelque chose se fissura aussi en lui. Il avait fui ses émotions si longtemps, courant vers le succès, vers l'argent, vers tout ce qui pouvait prouver sa valeur, sa dignité, qu'il était plus qu'un simple enfant des rues oubliées. Mais il réalisa, avec une clarté à la fois douloureuse et libératrice, que rien de tout cela n'avait été pour prouver sa valeur au monde. Tout avait été pour une seule personne. Sa mère, celle qui avait tout sacrifié pour lui, qu'il avait aimé inconditionnellement, la femme qu'il avait cruellement, inconsciemment abandonnée. Ils appelèrent Joy. Joy, l'ambitieuse, la pragmatique, celle la plus absorbée par sa carrière, la plus concentrée sur l'avenir. Mais elle ressentait depuis des années les mêmes émotions, une douleur silencieuse,
persistante et indéniable dans son cœur qu'elle ne pouvait ignorer, malgré tous ses efforts. Une voix lui murmurait dans les moments calmes entre les opérations, douce et triste. Quelque chose d'essentiel, quelque chose de vital manquait. Aucun nombre de vies sauvées, aucune patience ne pouvait combler le vide profond en elle. Un vide qui avait la forme d'une femme nommée Grèce. Un vide qui avait la forme de sa mère. Ils se réunirent, tous les trois, au milieu de cette longue nuit blanche. Et ils prirent une décision, un pacte, ils allaient retrouver leur mère. Ils allaient s'excuser de l'avoir quittée, pour la douleur inimaginable qu'ils savaient lui avoir causée. Ils allaient lui parler de leur succès. Ils allaient la remercier. Et surtout, ils allaient prendre soin d'elle pour le reste de sa vie, avec tout l'amour et les ressources à leur disposition, exactement comme elle l'avait fait pour eux, de manière si désintéressée et complète. Ils engagèrent les meilleurs détectives privés que l'argent puisse acheter. Ils fouillèrent la ville, chaque quartier, chaque rue, chaque marché. Mais Grèce, désormais vivant une vie calme et anonyme sous le nom de Grèce au lait, avait disparu. Elle avait repris son nom de jeune fille, ce qui rendait sa recherche encore plus difficile. Certaines personnes qu'ils interrogèrent, d'anciens voisins amers du premier quartier, leur dirent qu'elle avait peut-être disparu, qu'elle avait abandonné, qu'elle s'était effacée. Cette pensée, l'effrayante possibilité d'arriver trop tard, les poussa à chercher avec encore plus de désespoir, avec une urgence frénétique et dévorante. Il leur fallut 6 longs mois agonisants et frustrants, mais finalement, ils la retrouvèrent. Elle travaillait toujours, dirigeait encore son petit et humble stand de pâtisserie dans un quartier oublié et délabré, toujours seule. Elle paraissait bien plus âgée que son âge, les lignes de douleur, de lutte et de solitude gravées profondément sur son beau visage. Elle était mince et fatiguée, et ses yeux chaleureux et aimants qu'il se souvenait si vivement, avaient perdu l'étincelle lumineuse et pleine d'espoir qui la rendait si vivante, si pleine d'une espérance inébranlable. Les triplés établirent un plan. Ils ne pouvaient pas simplement se présenter, pas après tout ce temps, pas après ce qu'ils avaient fait. Ils le savaient. Ils savaient que des années s'étaient écoulées, que les blessures s'étaient transformées en cicatrices. Ils savaient que Grèce pourrait les détester, ne pas vouloir les voir, ne pas pouvoir leur pardonner. Ils devaient se préparer. Ils devaient expliquer. Ils devaient lui faire comprendre que leur départ n'était pas de sa faute, qu'ils avaient eu tort, qu'ils avaient été cruels, ingrats et stupides, qu'ils voulaient, plus que tout au monde, rentrer chez eux. Mais d'abord, ils voulaient faire quelque chose de spécial, de grandiose, quelque chose qui lui montrerait de manière tangible et indéniable que ses sacrifices avaient tout signifié, que son amour avait été le fondement sur lequel ils avaient bâti leur vie entière. Ils voulaient transformer sa vie, tout comme elle avait complètement transformé la leur. Ils unirent leurs importantes ressources et achetèrent un espace pour un restaurant 5 étoiles dans le quartier le plus chic, élégant et prestigieux de la ville. David, l'architecte, le conçut lui-même, insufflant tout son amour et sa gratitude dans chaque ligne, chaque détail. C'était un chef-d'œuvre. Chaque détail était parfait, du bar en acajou poli et brillant au magnifique lustre en cristal étincelant suspendu haut au plafond. Chaque élément était beau, témoignage de l'amour, de l'attention et des années de regrets investis dans sa création. Ils engagèrent un chef de renommée mondiale, étoilé au Michelin, et un personnel complet, professionnel et impeccablement formé. Ils approvisionnèrent la cuisine ultramoderne avec les ingrédients les plus fins, les plus frais et les plus exotiques venus du monde entier. Et ensuite, ils se préparèrent à l'ouvrir. Mais ce ne serait pas pour n'importe qui. Ce serait pour Grèce Okoro. Cela serait à elle, un cadeau de ses enfants, une expression tangible, magnifique et durable de leur gratitude immense et de leur amour profond, inébranlable et éternel. Et ensuite, il devait la trouver et lui dire. Il devait le faire, n'est-ce pas? Il devait lui montrer, et pas seulement lui dire, combien elle comptait pour eux. Un jour, Grèce était à son stand de pâtisserie, accomplissant les gestes familiers et monotones de sa journée, servant ses quelques clients réguliers et fidèles. Elle était perdue dans ses pensées, comme toujours, perdue dans le labyrinthe de ses souvenirs, perdue dans la boucle sans fin, douloureuse,
des regrets et des « si seulement ». Elle ne fit pas attention aux 3 wagons noirs, élégants et incroyablement luxueux qui se garaient silencieusement, un par un, devant son humble stand. Elle ne remarqua pas les chuchotements nerveux des triplés rassemblant leur courage, le cœur battant dans leur poitrine, les mains moites. Puis Maya, sa fille courageuse, belle et désormais si adulte, fit un pas en avant. Sa voix, plus celle d'une enfant hésitante, mais celle d'une femme claire, assurée et confiante, traversa le bruit et le chaos de la rue animée. « Maman! Maman! C'est toi ?» Les mains de Grace se figèrent, un pâté chaud à moitié emballé tombant de ses doigts tremblants sur le sol poussiéreux. Son corps entier se raidit, figé par un choc si profond qu'il ressemblait à une décharge électrique. Elle leva les yeux et là, debout devant son humble petit stand, se tenaient 3 personnes qu'elle ne reconnut pas au début. Elles étaient grandes, confiantes, assurées, et portaient des vêtements qui coûtaient plus qu'elle ne gagnait en une année entière. Mais ensuite, elle reconnut. Elle reconnut la forme familière de leur visage, la courbe douce de leur sourire, le regard profond et plein d'âme dans leurs yeux. Elle reconnut le regard perçant, intelligent et compatissant de Maya. Elle reconnut l'intensité calme, artistique et profonde de David. Elle reconnut le sourire doux, bienveillant et compatissant de Daniel. C'étaient eux. C'étaient ces triplés. Sauf qu'ils n'étaient plus vraiment des triplés. Ils étaient adultes. Ils étaient beaux. Ils étaient prospères. Ils étaient là. Grace ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas respirer. Pendant un moment surréaliste, palpitant et totalement écrasant, elle pensa qu'elle imaginait tout cela. Elle pensa que les années de deuil, de solitude et de désespoir avaient finalement complètement brisé son esprit, et maintenant elle voyait des hallucinations, de magnifiques fantômes impossibles des enfants qu'elle avait perdus si longtemps. Mais alors Maya tendit la main, chaude, réelle et ferme, et toucha la main de sa mère. Et ce contact était réel. La chaleur était réelle. Et à cet instant, Grace sentit quelque chose s'enflammer en elle. Un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis tant d'années. Un sentiment qu'elle croyait mort et enterré à jamais, l'espoir. Un espoir pur, désespéré, impossible et écrasant, qui inondait ses veines comme une belle mélodie longtemps oubliée. Je ne comprends pas, murmura Grace, sa voix étrangère à ses propres oreilles, rauque et faible. Que faites-vous ici? Où étiez-vous? Que vous est-il arrivé? Nous sommes partis, dit David doucement, sa voix différente maintenant, plus grave, plus mûre, teintée d'une tristesse profonde et d'une sagesse dure qui brisa de nouveau son cœur. Nous sommes partis et nous avions tort. Tellement tort. Nous n'étions que des enfants et nous pensions mieux savoir. Nous étions en colère contre le monde et cruel, et nous nous sommes acharnés sur toi. Nous ne comprenions pas ce que tu faisais pour nous. Nous n'avons pas apprécié ton sacrifice. Nous étions égoïstes. Nous étions stupides. Et nous sommes tellement désolés, maman. Daniel s'avança, les yeux brillants de larmes repentantes qu'il retenait. Nous avons réussi, maman. Tous les 3. Nous avons réalisé tout ce dont tu rêvais pour nous et bien plus encore. David est architecte. Maya est médecin et moi, je gère des programmes éducatifs pour des enfants comme nous l'étions. Nous sommes riches. Nous sommes respectés. Nous avons tout ce que nous avons jamais voulu dans ce monde. Mais rien de tout cela, absolument rien, n'avait de sens sans toi. Et nous avons compris trop tard que notre succès, tout ce que nous sommes devenus, vient de ce que tu nous as enseigné. De l'exemple que tu as donné, de ta gentillesse, de ta résilience, de ta volonté inébranlable de te sacrifier pour les autres. C'est toi qui nous as fait ce que nous sommes. Les jambes de Grace, faibles après des années de mauvaise nutrition et d'épuisement, fléchirent sous elle. Elle se serait effondrée sur le pavé froid et dur si Maya ne l'avait pas rattrapée, l'enveloppant dans ses bras forts et aimants. Et à cet instant, serrée et protégée par la fille qu'elle croyait avoir perdue à jamais, Grace s'effondra complètement. Elle pleura. Elle pleura plus fort et plus longtemps, avec plus d'abandon qu'elle n'avait jamais pleuré, même le jour où Samuel était mort. Elle pleura les années de souffrance, les nuits solitaires, vides et silencieuses. Elle pleura la douleur brûlante de les avoir perdus.
et elle pleura la joie impossible, miraculeuse, de les avoir à nouveau dans ses bras. Elle pleura l'injustice terrible et cruelle de tout cela, et le miracle magnifique, époustouflant et réconfortant de tout cela en même temps. Nous t'avons acheté un restaurant, murmura Maya dans les cheveux grisonnants de sa mère, ses propres larmes de joie, de soulagement et de regret coulant librement. Un vrai restaurant, maman? Un magnifique restaurant 5 étoiles dans le meilleur quartier de la ville. Il est à toi. Tout est à toi. Nous voulons que tu l'aies. Nous voulons que tu n'aies plus jamais à rester sur ce coin de rue froid et poussiéreux à vendre des puff-puff. Nous voulons que tu te reposes. Nous voulons te laisser prendre soin de toi, comme tu l'as fait pour nous pendant si longtemps, quand nous n'avions rien et personne. Mais avant que Grace ne puisse commencer à assimiler cette information incroyable, impossible et écrasante, un remue-ménage, un murmure excité et des doigts pointés commencèrent dans le quartier. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Les enfants de Grace étaient revenus, et pas seulement revenus. Ils étaient revenus en convoi de guagons de luxe. Revenus riches, revenus prospères, revenus transformés. Le quartier qui avait jugé Grace si durement, qui avait chuchoté sur elle, comploté contre elle et évité sa présence pendant tant d'années, regardait maintenant, stupéfait, silencieux et incrédule. Le quartier qu'il avait traité de mauvaise mère, d'échec, de folle, voyait maintenant la preuve indéniable, irréfutable et glorieuse qu'elle ne l'était pas. Et dans cette foule grandissante de spectateurs, Brenda Shaw la vit aussi. Brenda, la femme qui avait trahi la confiance de Grace, répandu des mensonges vicieux et empoisonnés, convaincu les enfants de quitter leur foyer aimant et sûr. Brenda vit les guagons noirs étincelants arriver. Elle vit les vêtements coûteux et impeccablement ajustés que portaient les triplés. Elle vit la façon dont ils embrassaient leur mère avec un amour et une gratitude si purs, si puissants, si profonds que c'en était presque douloureux à regarder. Et à cet instant, Brenda ressentit tout le poids écrasant et suffocant de sa trahison, de sa jalousie, de sa petitesse, peser sur ses épaules comme une pierre lourde et immobile, un fardeau qu'elle devrait porter seule pour le reste de sa vie misérable. Lorsque le choc initial et la vague de larmes se furent calmés, lorsque les triplés eurent emmené Grace dans son nouvel appartement magnifique et luxueux surplombant toute la ville, et s'assurèrent qu'elle était confortable et soignée comme jamais auparavant, Grace posa enfin la question qui brûlait dans son cœur, la question qu'elle avait presque trop peur de poser. « Pourquoi êtes-vous revenu après tout? Après tout ce que j'ai fait pour vous? Comment avez-vous pu me pardonner ?» David regarda sa mère, le visage mélange de confusion profonde et de tristesse encore plus profonde. « Maman, dit-il doucement, il n'y a rien à te pardonner. Tu ne nous as jamais échoués. Nous nous pardonnons nous-mêmes. Nous nous pardonnons de t'avoir quitté. Nous nous pardonnons d'avoir été si en colère, si aveugles, si stupides. Nous nous pardonnons d'avoir cru aux terribles et méchants mensonges racontés sur toi. » « Quels mensonges ? Demanda Grace, le cœur serré par une nouvelle vague de douleur. Et c'est là qu'ils lui dirent tout. Ils lui racontèrent que Brenda, sa meilleure amie, sa sœur de cœur, avait été celle qui les avait convaincus de partir, que Brenda leur avait dit que Grace était instable, qu'elle les utilisait pour susciter sympathie et attention, qu'ils étaient un fardeau pour elle. Que Brenda avait planté les graines vénéneuses et insidieuses du doute et du ressentiment dans leurs jeunes esprits impressionnables et vulnérables, transformant leur gratitude profonde et non exprimée en une amertume confuse et en colère, jusqu'à ce qu'ils deviennent prêts à quitter la seule personne qui les avait jamais aimés de manière totalement désintéressée et inconditionnelle. Grace sentit à nouveau le piquant douloureux de cette trahison. Et à certains égards, c'était presque pire, presque plus douloureux la deuxième fois. Savoir combien Brenda les avait manipulés délibérément, minutieusement et complètement, savoir que sa meilleure amie, la personne à qui elle avait confié ses secrets les plus profonds et vulnérables, avait intentionnellement et malicieusement détruit sa famille, sa vie. Mais en regardant les visages beaux et repentants de ses enfants, elle ressentit aussi autre chose, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui la surprit même. Elle ressentit une étrange et silencieuse compréhension. Elle ressentit de la compassion, car elle réalisa soudain,
avec une clarté douloureuse, que Brenda était aussi une femme brisée. Brenda était malheureuse. Brenda était jalouse. Brenda était petite et mesquine dans son cœur, méchante et cruelle dans ses actions. Grace, dans ce moment de clarté profonde et dure, put la plaindre pour cela, même si elle était horrifiée par la douleur et la souffrance inimaginables qu'elle avait causées. « Amenez-la-moi, dit Grace à ses enfants, sa voix calme mais ferme, pleine d'une force nouvelle et d'une autorité tranquille et inébranlable. Et quand Brenda vint au restaurant le lendemain, terrifiée, le visage pâle et tiré, les mains tremblantes, s'attendant à une tempête de colère justifiée et à une vengeance bien méritée, Grace regarda son ancienne amie, la femme qui avait été comme une sœur pour elle pendant tant d'années, et dit « Tu as fait une chose terrible, terrible. Tu m'as trahi. Tu as blessé mes enfants. Tu m'as fait souffrir d'une manière que je ne peux même pas commencer à décrire. Mais je te pardonne. Je te pardonne parce que je ne vais pas être comme toi. Je ne vais pas laisser l'amertume, la jalousie et la haine me consumer comme elles t'ont consumé. Je te pardonne, mais je ne peux plus être ton ami. Il y a trop de choses brisées entre nous, trop de dégâts qui ne pourront jamais être réparés, mais je te pardonne. » Et Brenda pleura. Elle pleura parce qu'elle s'attendait à être jugée et condamnée et qu'au lieu de cela, elle reçut la grâce. Et cette grâce, d'une manière étrange et inattendue, ne ressemblait pas vraiment à de la grâce. Elle ressemblait à une punition, car le pardon sans amitié est une sorte de rejet, une fermeture finale et irrévocable d'une porte qui ne pourra jamais se rouvrir. Et Brenda devait vivre avec le poids lourd et suffocant de ce qu'elle avait fait, en comprenant qu'elle n'aurait jamais la chance de réparer, de regagner la confiance et l'amitié qu'elle avait si imprudemment, si cruellement jetée. Grace, avec un nouveau sens du but et une légèreté dans le cœur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, emménagea dans le restaurant 5 étoiles, le Legacy, comme ses enfants l'avaient nommé. Ses enfants s'étaient assurés que tout soit prêt pour elle, qu'elle n'ait pas à lever le moindre doigt pour le reste de sa vie. Le chef de renommée mondiale gérait les opérations avec une précision magistrale. Le personnel impeccable s'occupait de tout le travail, mais Grace insistait pour être impliquée. Elle voulait comprendre l'entreprise. Elle voulait connaître ses employés, entendre leurs histoires, faire partie de leur vie. Elle voulait s'assurer que le restaurant ne soit pas seulement un lieu de gastronomie, mais un lieu de gentillesse et de respect. Un endroit où chacun, du plongeur au client le plus riche, était traité avec dignité. Car c'était ce qui comptait pour elle maintenant. Pas le succès, pas l'argent, mais les relations, les liens, la chance simple, profonde et qui change la vie d'être bonne pour les gens. En quelques mois, le Legacy devint le restaurant le plus populaire, le plus apprécié et le plus respecté de toute la ville. Les gens venaient non seulement pour la nourriture exquise et délicieuse, bien que la nourriture fût excellente, mais pour l'énergie, pour l'atmosphère, pour la façon dont la propriétaire, Grace, traitait chaque personne franchissant les grandes portes ornées avec une chaleur sincère et un intérêt véritable et inébranlable. Elle se souvenait des noms des gens. Elle demandait des nouvelles de leur famille, de leur lutte, de leur joie. Elle se souciait d'eux et les gens le ressentaient. C'était authentique. C'était réel. C'était le reflet de l'incroyable femme qu'elle était devenue. L'histoire de Grace Aoro, l'humble vendeuse de puff-puff, se répandit dans la ville puis au-delà, devenant un conte moderne. L'histoire de la vendeuse de rue qui avait élevé 3 enfants sans abri, oubliés, comme siens, qui avait tout sacrifié pour eux, qui avait été abandonné par eux et humilié publiquement par sa meilleure amie, et qui avait ensuite été retrouvé par ses enfants, désormais riche et prospère et plein de gratitude, qui lui avait construit un restaurant magnifique pour la remercier de son amour désintéressé et inconditionnel. C'était une histoire qui faisait croire au pouvoir de la bonté. C'était une histoire qui rappelait aux gens que la gentillesse, la vraie gentillesse, compte. Que l'amour réel, inconditionnel et désintéressé, celui qui ne réclame ni gratitude ni retour, compte plus que tout. C'était une histoire qui donnait envie aux gens d'être meilleurs, plus gentils, de devenir comme Grace Aoro. Sa belle-mère, Mama Angwa, entendit l'histoire. Mama Angwa était âgée maintenant, fragile, dans ses 80 ans avancés, vivant seule et oubliée dans sa grande maison vide et silencieuse. Et quand elle entendit parler du succès de Grace, de ses enfants beaux,
prospère et gentil, de son restaurant florissant et aimé, de sa vie transformée et joyeuse, quelque chose en elle, quelque chose de dur, fragile et froid depuis tant d'années, changea enfin, bénime. Elle comprit enfin, avec une clarté à la fois douloureuse et libératrice, ce qu'elle avait fait. Elle réalisa que sa cruauté avait été injustifiée, que sa froideur avait été un choix, un terrible choix né de sa propre amertume, de sa déception et d'une vie de priorité mal placée. Elle comprit qu'elle avait blessé Grace, une femme bonne et gentille, sans autre raison que sa propre douleur égoïste et mesquine. Mama Angua tendit la main vers Grace. Elle n'appela pas, elle n'écrivit pas de lettre. Elle se rendit au restaurant. Elle franchit les grandes portes ornées, les pas lents et hésitants, et demanda à parler à Grace. Quand Grace sortit de la cuisine animée et vit Mama Angua debout là, si petite, fragile et diminuée, son premier instinct fut de ressentir un éclair de froideur, une vague de ressentiment pour toute la douleur, toute la souffrance qu'elle avait causée. Mais ensuite elle la regarda et ne vit pas une ennemie, pas un monstre, mais une femme solitaire, brisée et repentante qui avait elle aussi souffert, qui avait perdu un fils, qui avait passé des années à porter le lourd fardeau suffocant de son amertume et de son regret. Et Grace ressentit un changement en elle, une libération finale et complète. Elle ressentit le pardon, non pas parce que Mama Angua le méritait, non pas parce qu'elle avait droit à des excuses, mais parce que Grace avait appris, à travers des années de douleur profonde et de lutte acharnée, que le pardon est quelque chose qu'on se donne à soi-même, quelque chose qui libère du poids lourd, suffocant et empoisonné de la colère. « Je suis désolée, Mama Angua, murmura-t-elle, la voix à peine audible, les yeux remplis de larmes. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit. Je suis désolée de t'avoir blâmé pour la mort de Samuel. Je suis tellement désolée pour la cruauté. J'étais une femme amère et égoïste, et je l'ai déversée sur toi. Tu ne méritais rien de tout cela. Tu étais une bonne et aimante épouse pour mon fils, et tu étais une mère bonne et désintéressée pour ses enfants. Tu leur as tout donné, et j'ai eu tellement tort de te juger. » Grace regarda son ancienne belle-mère, la femme qui lui avait causé tant de douleur, et hocha simplement la tête. « Je te pardonne, dit-elle, et elle le pensait de toutes ses fibres. Les années continuèrent de passer, chacune plus pleine et plus riche que la précédente. Grace devint un pilier aimé de sa communauté, un phare d'espoir, de générosité et de bonté inébranlable. Elle était connue non seulement pour son restaurant merveilleux et renommé, mais pour sa générosité sans limite. Elle donnait une part importante de ses bénéfices à des associations qui aidaient les enfants sans abri et défavorisés à trouver un foyer sûr et à recevoir une éducation. Elle fonda sa propre organisation, la Grace Aoro Foundation, offrant des bourses à des étudiants défavorisés, leur donnant la même précieuse chance d'une vie meilleure que ses enfants avaient reçue. Elle embauchait des personnes que personne d'autre n'aurait embauchées. Des gens ayant un casier judiciaire, des personnes en difficulté avec des addictions, des personnes que la société avait abandonnées et oubliées. Elle leur donnait un emploi, une formation et une chance de reconstruire leur vie. Tout comme quelqu'un lui avait autrefois donné une chance, ses enfants, ses triplés, devinrent des réussites hors du commun, de véritables titans dans leurs domaines respectifs. David conçut certains des bâtiments les plus beaux et innovants de la ville, son travail célébré dans le monde entier pour son art, sa durabilité et son humanité profonde. Maya devint une chercheuse de premier plan, pionnière en sciences médicales, développant de nouveaux traitements salvateurs pour des maladies autrefois considérées incurables. Daniel, avec ses programmes éducatifs qu'il avait étendus à travers le pays, aida des milliers et des milliers d'enfants à échapper au cycle brutal et vicieux de la pauvreté et de la violence, leur offrant un futur qu'ils n'auraient jamais cru possible. Ils attribuaient tout leur succès incroyable, capable de changer le monde, à leur mère. Ils parlaient d'elle dans des interviews, des discours, des livres. Ils soulignaient son sacrifice, son amour inébranlable, sa force tranquille et indestructible. Ils faisaient en sorte que le monde entier sache que la femme derrière leur incroyable réussite, celle qui avait rendu tout cela possible, était Grace Aoro, une femme qui avait aimé sans condition et sacrifié sans plainte. Et Grace vécut heureuse, pas sans douleur. Non, elle n'oublia jamais Samuel, et elle ne cessa jamais de lui manquer, sa force silencieuse, son sourire doux point, mais elle vécut une vie remplie d'un profond but, d'un sens durable et d'une joie calme et constante.
Elle avait ses enfants. Elle avait ses petits-enfants qui l'adoraient. Elle avait son restaurant, sa communauté, sa fondation. Elle avait sa vie, une vie qu'elle avait construite à partir des cendres d'une autre. Un jour, des années plus tard, par un après-midi chaud et ensoleillé, Grace était assise dans son restaurant animé et rempli de joie, regardant le soleil doré se coucher à travers les grandes fenêtres immaculées. Et l'une de ses employées, une jeune fille de 16 ans à peine, s'approcha d'elle. C'était une jeune fille qui était venue travailler pour Grace après avoir été chassée de chez elle par une famille qui ne la voulait pas, une fille qui rappelait tant à Grace elle-même, il y a si longtemps. « Madame Aoro » dit la jeune fille, la voix douce et un peu hésitante, les yeux grands ouverts, mélange d'admiration et de sincère curiosité. « Puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, ma chère, » répondit Grace avec un sourire chaleureux et tendre. « Tout ce que tu veux. »« Comment avez-vous fait ?» demanda la jeune fille, sa voix à peine un murmure. « Comment avez-vous continué après tout ce qui vous est arrivé? Après la mort de votre mari? Après avoir perdu vos enfants? Après que tout le quartier vous ait jugé et vous ait tourné le dos? Comment avez-vous continué? Comment n'avez-vous pas abandonné? Comment n'avez-vous pas laissé l'amertume gagner? » Grace réfléchit longuement et en silence à la question. Elle pensa à toute la douleur, toute la souffrance, à tous ces moments sombres, solitaires et désespérés où elle avait voulu abandonner, à toutes ces nuits où elle s'était allongée dans son lit en se demandant s'il y avait encore un sens à continuer, à essayer, à respirer. « J'ai continué, » dit finalement Grace, la voix pleine d'une douce et inébranlable sagesse. « Parce que j'avais le choix. Chaque jour, chaque matin, quand je me réveillais, j'avais le choix. Je pouvais abandonner ou continuer. Je pouvais laisser la douleur, l'amertume et la colère me consumer, ou les laisser me transformer. Je pouvais devenir dur, en colère et cruelle, ou je pouvais choisir de devenir gentille et compatissante. Chaque matin, quand je me réveillais, je choisissais de continuer. Je choisissais de croire que la vie, peu importe sa douleur, peu importe ses difficultés, avait encore un sens. Je choisissais de croire que ma souffrance pouvait avoir un but, qu'elle pouvait servir à quelque chose de bon. Et finalement, elle l'a fait. Finalement, ma souffrance m'a mené à 3 enfants magnifiques et merveilleux qui avaient besoin de moi. Finalement, elle m'a mené vers une vie de but, d'amour et d'une joie que je n'avais jamais cru possible. Je ne sais pas si j'aurais trouvé tout cela si les choses s'étaient déroulées selon mon plan initial. Si Samuel n'était pas mort. Si j'avais pu avoir mes propres enfants biologiques. Si tout avait suivi le chemin que je voulais. Parfois, je pense que mon plus grand, mon plus dévastateur, mon plus brisant chagrin a en fait été ma plus grande, ma plus profonde et ma plus changeante bénédiction. La jeune fille écouta Grace, les yeux brillants d'une compréhension nouvelle, et hocha la tête, lentement, avec réflexion et gravité. Et à ce moment-là, elle sembla comprendre quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel, quelque chose qui change la vie sur la nature étrange, belle, douloureuse et mystérieuse de la vie, de la souffrance et de l'espoir. Une chose encore, dit Grace en prenant la main de la jeune fille dans la sienne, son toucher chaud et rassurant, plein d'une force tranquille. Ne sous-estime jamais, jamais, jamais le pouvoir de la gentillesse. La gentillesse que tu offres aux autres, surtout quand tu as l'impression de ne plus rien avoir à donner, cette gentillesse te revient. Pas toujours comme tu t'y attends, pas toujours dans le temps que tu espères, mais elle revient. Elle revient toujours. Elle revient parce que l'univers récompense la bonté. Elle revient parce que les gens se souviennent quand tu les traites avec respect et amour, même, et surtout quand ils ne le méritent pas. Parce que la gentillesse, ma chère, est une graine. Une toute petite graine précieuse qui, même plantée dans le sol le plus dur et le plus aride, peut croître en quelque chose de beau, de magnifique, quelque chose qui peut changer le monde. La jeune fille sourit, un vrai sourire sincère et plein d'espoir. Et dans ce sourire, Grace vit la possibilité d'un avenir. La possibilité que cette fille brisée et oubliée guérisse, qu'elle trouve son propre but, qu'un jour elle comprenne que sa propre douleur avait un sens, qu'elle pouvait se transformer en quelque chose de beau. Alors que la jeune fille s'éloignait, le pas un peu plus léger, les épaules un peu plus droites, Grace regarda autour d'elle son magnifique restaurant florissant. Elle regarda l'espace vibrant,
animée et remplie de joie que ses enfants lui avaient offert avec tant d'amour et de gratitude. Elle regarda les visages heureux et souriants de ses employés, beaucoup étant des personnes auxquelles personne d'autre n'aurait donné de chance, et elle vit la lumière brillante et pleine d'espoir dans leurs yeux, cette lumière qu'elle avait contribué à nourrir et protéger. Elle regarda les clients manger, rire et célébrer leur propre vie, et sentit une vague de gratitude profonde et écrasante l'envahir. Reconnaissante pour tout, même pour la douleur, même pour la perte. Parce que sans ces expériences, sans ces cicatrices profondes et douloureuses, elle ne serait jamais devenue la femme qu'elle était. Et cette femme, la femme qui avait survécu à un chagrin inimaginable, à une trahison cruelle et à une humiliation publique, la femme qui avait choisi la gentillesse face à la cruauté, cette femme valait la peine d'être devenue. Grace Okoro avait commencé comme une femme sans rien, une femme brisée par le deuil, une femme vivant à la marge de la société, oubliée et seule. Mais à la fin, elle avait tout ce qui comptait vraiment. Elle avait sa famille. Elle avait un but. Elle avait un sens. Elle avait l'amour. Et elle avait la connaissance profonde et inébranlable que sa vie, ses choix, sa gentillesse simple et constante avaient rendu le monde meilleur, plus plein d'espoir et plus beau.